Alors en fait, c'est retransmis en live aussi sur le Facebook d'Anticor et de Médiacité. Donc c'est pour ça qu'on attend le petit top départ de l'équipe technique. Et bien c'est parti. Et ben bonsoir et bienvenue à tous, à vous ici présents. Nous sommes presque 200, merci pour votre participation. Ainsi qu'en ligne, sur les pages Facebook et de Médiacité, vous pouvez suivre la soirée en direct. Donc je me présente, je suis Antoine Hubert, co-référent Loire-Atlantique pour l'association Anticor. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Renaud Van Ruymbeck, qui a fait le déplacement en voisin depuis Rennes. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons le plaisir également de co-animer la soirée avec Médiacité et l'excellent journaliste Anthony Torzek. Cette soirée, autour du dernier livre de Renaud Van Ruymbeck, Mémoire d'un juge trop indépendant, nous l'avons souhaité pour des questions et des valeurs qui nous rapprochent à l'évidence, et je pense qui nous réunissent tous ici ce soir, à savoir la quête de la justice, le service aux citoyens et l'indépendance. Ces mêmes notions qui ont décidé Eric Alphen et Séverine Tessier en 2002 à lancer Anticor. Depuis, l'association s'est vue agrémentée pour agir par le ministère de la Justice et la HATVP, Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Rapidement en chiffres, donc, chez Anticor, nous sommes désormais presque 7500 adhérents. Nous ne fonctionnons que grâce aux adhésions et aux dons, et nous refusons de demander des subventions, pour des raisons évidentes qui nous rapprochent encore d'indépendance. Notre plus grande richesse dans l'association, ce sont aussi nos bénévoles, répartis dans 92 départements, qui s'activent au quotidien pour recevoir vos alertes, qui veillent, analysent et préparent des signalements, ou comme ce soir, qui œuvrent à la préparation d'événements. En Loire-Atlantique, nous sommes 180 adhérents et un groupe très actif d'une quinzaine de personnes. Merci à eux. Merci aussi à l'équipe technique qui est bénévole pour la captation. Merci aussi à la librairie Coiffard et aux éditions Talendier qui vous proposeront une séance de dédicace à la fin de la soirée. Soirée qui, je le rappelle, verra d'abord un temps d'échange d'1h à 1h30. On s'était dit 1h15 entre Anthony Torzek et Renaud Van Ruymbeck et qui laissera place à une séance de débat, questions, avec vous tous, y compris en ligne. Avant de laisser la parole à Elise Van Beneden, présidente d'Anticor, donc qui est ici, juste un mot sur votre livre, cher Renaud. Au premier abord, et à la lecture du titre, je me suis dit, mais comment un juge pourrait-il être trop indépendant ? C'est la définition même de la justice et de la séparation des pouvoirs. Eh bien, quand j'ai refermé votre livre, je me suis dit que finalement, nous allions peut-être recevoir le plus grand lanceur d'alerte de France en votre personne. Un lanceur d'alerte assermenté, et c'est une bonne chose, car très honnêtement entre nous, cher Renaud, nous aurions été bien incapables de gérer vos alertes. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir à tous. Donc, Elise Van Beneden, c'est un vrai plaisir d'être à Nantes et d'être là ce soir avec vous, nombreux de se revoir. Je vous dis juste quelques petits mots sur l'association Anticor avant que le débat commence. Donc voilà, vous le savez tous, Anticor est une association qui a été créée pour lutter contre la corruption. Elle a été créée en 2002 et en 2002 on ne savait pas ce qu'on sait aujourd'hui. Suite à un chiffrage d'un groupe du Parlement européen, qui est que la corruption, ça coûte par an en France 120 milliards d'euros. Mais on le pressentait, ce dégât financier, et tout ce qu'il implique, c'est-à-dire une pression fiscale augmentée sur tous les autres contribuables, mais aussi énormément d'inégalités d'accès aux marchés publics, aux emplois publics, aux services publics en général, et la création d'une très grande précarité. En 2002, quand Anticor a été créé, ce qu'on visait, c'était pas encore ça, même si on le pressentait. Ce qu'on visait, c'était le dommage sociétal immense que crée la corruption, qui est la défiance envers une classe politique qui mène objectivement à l'abstention. Il y avait déjà énormément d'abstention en 2002, vous le savez, les derniers mois qui viennent de passer, il y a toujours autant d'abstention. Parce que les citoyens ont moins confiance dans les responsables politiques, et s'ils ont moins confiance, c'est que ces responsables politiques ont souvent démérité, pas tous. La plupart des élus sont parfaitement exemplaires,
mais certains qui portaient une image symbolique très forte ont largement démérité. Et la justice, elle aussi, a mis du temps à appréhender ces phénomènes et à laisser grandir un sentiment d'impunité de cette classe politique. L'activité d'Anticor, elle cible ceux qui détiennent le pouvoir et qui détournent ce pouvoir à des fins personnelles ou étrangères à la mission qui leur a été confiée. Parce que nous attaquons le pouvoir, Anticor agace. Il faut effectivement une grande indépendance, et ça va être une des thématiques de ce soir, pour échapper aux pressions d'un monde qui essaye de maintenir des privilèges que nous jugeons anachroniques et peu démocratiques. Les associations se battent beaucoup sur beaucoup de terrains différents. Le choix d'Anticor, c'est le terrain judiciaire. On a choisi l'arme du droit pour combattre cette corruption. Pourquoi ? Parce que la corruption est une infraction pénale extrêmement grave. Elle est accompagnée des autres atteintes à la probité, que sont le détournement de fonds publics, la prise illégale d'intérêt, la concussion, plus rare, et le trafic d'influence notamment. Mais que malgré le fait que la loi reconnaît dans ces phénomènes une gravité telle qu'il y a des infractions pénales qui correspondent avec des peines de prison très lourdes, la machine judiciaire a très souvent été frileuse, soumise à pression. Et il a fallu de nombreux combats de la part d'Anticor, de nombreux combats de la part de magistrats, de procureurs et de juges d'instruction courageux, parce qu'il faut du courage. Et petit à petit, Anticor s'est lancé dans les dossiers. Il y a eu le procès Chirac, le premier, le procès des emplois fictifs de la mairie de Paris, qui nous a fait un petit peu connaître, parce qu'on est venu se mêler de choses alors que beaucoup de gens considéraient que ça ne nous regardait pas. Il y a eu le procès des sondages de l'Élysée, où on a porté plainte en janvier 2010 et qui est audiencé le mois prochain. C'est vous dire la lenteur parfois de cette justice qui malheureusement, en étant un peu lente, alimente un peu le sentiment d'impunité, mais ce sont aussi des affaires complexes qu'il faut prendre le temps d'instruire. Et donc pourquoi cette action judiciaire ? Parce qu'en France, on a des caractéristiques institutionnelles qui sont déjà que le procureur, donc qui est le magistrat chargé de porter l'accusation, d'instruire à charge et de porter l'accusation dans un procès, et bénéficie de l'opportunité des poursuites. Ça veut dire qu'il a le droit de classer sans suite. Il y a des systèmes en Europe qui sont différents. En Italie, il y a un système de légalité des poursuites. Le procureur est tenu de transférer au juge d'instruction toutes les infractions qu'il constate. En France, il y a ce système d'opportunité de poursuite qui laisse une liberté au procureur. Et ce principe-là, il va aussi avec un autre principe qui est celui qu'en France, on considère que de fait, il y a un lien hiérarchique entre le gouvernement, entre le ministère de la Justice et les procureurs. Ça s'est un peu amélioré parce que fut un temps, il y avait carrément des possibilités de donner des instructions particulières dans les dossiers aux procureurs. Aujourd'hui, il n'y a plus d'instructions particulières, mais le procureur, parce qu'il est chargé de déterminer la politique pénale de la nation, a encore un certain ascendant, et surtout de manière beaucoup plus pragmatique, les services du ministère de la Justice ont voix au chapitre dans l'évolution de la carrière d'un magistrat du parquet. Donc ce lien hiérarchique qui pose problème parce qu'il existe avec d'autres éléments. Et puis il y a aussi une incapacité des citoyens à agir dans ces dossiers de corruption. Si vous prenez l'Espagne, il y a des actions possibles pour les citoyens, même si ce n'est pas votre voisin qui a obtenu un permis de construire qui vous dérange. Il y a une capacité globale d'intervention des citoyens dans les affaires de corruption parce qu'on estime, et c'est totalement vrai, que tous les citoyens sont victimes de corruption. En France, le système n'est pas comme ça. Donc aucun citoyen ne peut agir contre un élu présumé innocent, mais suspecté d'atteinte à la probité. Ça veut dire que si un procureur dont la carrière dépend du ministère de la Justice classe un dossier de corruption, personne ne peut plus rien faire. Donc l'arrivée d'Anticor dans ces dossiers, elle a permis de donner un rôle procédural aux associations anticorruption qui du coup peuvent aller chercher
un dossier sur le bureau du procureur de la République qui ne veut pas y aller et l'amener sur le bureau d'un juge d'instruction qui, pour le coup, lui, est constitutionnellement indépendant. Donc ça a permis de relancer, d'éterrer, voire de mettre à jour des grandes affaires de corruption. Voilà, je vais vous laisser écouter le récit de la carrière d'un juge d'instruction indépendant. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à Anticor pour cette introduction et merci à tous les membres également de l'équipe locale d'Anticor pour l'organisation de cette soirée. J'ai donc le plaisir d'animer cette première partie avant de vous laisser la parole à vous, le public, pour des questions, pour des commentaires. Vous n'hésiterez pas surtout. Et vous nous suivez également en direct sur les pages Facebook d'Anticor et de Médiacité, le partenaire presse. Pensez d'ailleurs à vous abonner pour que vive ce média en ligne indépendant. Vous êtes là ce soir pour entendre un homme, un ancien magistrat qui a été pendant plus de 40 ans au cœur des grandes affaires financières qui ont secoué notre République et secoué un peu d'ailleurs nos politiques aussi. Renaud Van Ruynbeck, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'Anticor et d'avoir accepté d'aller à la rencontre aussi des habitants de Sud-Bretagne, de Loire-Atlantique en particulier, vous qui arrivez de Rennes. La Loire-Atlantique vous est pas étrangère d'ailleurs, car dans le cadre de l'affaire Tragère, alors ça remonte tout cela, de financement occulte du Parti Socialiste, vous êtes venu ici enquêter dans les années 90. Dois-je rappeler ensuite les affaires instruites entre vos débuts dans la magistrature fin des années 70 à Caen jusqu'au tribunal de grande instance de Paris. En 2019, vous avez pris votre retraite d'ailleurs en 2019. Les affaires Boulin, Urba, Elf, les frégates de Taïwan, Clearstream, Carviel, Cahuzac, Karachi, Balkany, des affaires que vous relatez dans votre ouvrage « Mémoire d'un juge trop indépendant » aux éditions Talendier. Et au cours de ces plus de 40 années donc dans la magistrature, le pianiste que vous êtes, car je l'ai découvert également dans votre ouvrage, a su jouer plutôt fortissimo dans la lutte contre la corruption, malgré les tapes sur les doigts que vous avez dû recevoir, mais on va en parler sûrement au cours de cette première partie. Contrairement à votre ouvrage, nous n'allons pas reprendre ces affaires les unes après les autres, mais nous allons évoquer, en nous appuyant évidemment sur ces affaires, sur le cœur de la mission d'Anticor, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Mais avant d'évoquer les différents thèmes, d'abord, pourquoi ce livre? Je crois que vous aviez écrit un que sais-je il y a quelques années, mais reprendre les affaires, pourquoi aujourd'hui? D'abord parce que j'ai le temps. J'ai eu le temps. C'est les avantages de la retraite, c'est qu'on a du temps. J'aurais jamais pu écrire un livre comme celui-là en instruisant les dossiers qui m'étaient confiés. Hein. C'était juste pas possible. Et puis, pourquoi? Tout simplement, c'est un journaliste qui lui aussi est à la retraite d'ailleurs, qu'il était avant moi, Jean-Marie Ponto, qui était un journaliste d'investigation d'excellente réputation, qui m'avait contacté il y a quelques années en me disant ça serait bien d'écrire un livre, etc. Un livre d'entretien. Il m'avait dit d'abord un livre d'entretien. J'étais pas très chaud parce que c'est pas dans ma nature. Et donc j'avais renvoyé à la retraite. J'ai dit, on en reparlera à la retraite. Et puis la retraite, elle arrive assez vite finalement. Et donc il m'a relancé au moment de la retraite. Et on est parti alors sur un livre d'entretien. Et puis c'est devenu un livre, c'est mieux que, plutôt qu'un livre avec des questions-réponses, c'est mieux que je sois seul à m'exprimer. Bon. Donc déjà on glisse. Voilà. Et puis après on a glissé avec l'éditeur qui m'a dit il faut mettre je. Il faut écrire je. Or toute ma vie j'ai écrit il. C'était pas moi qui étais visé par les poursuites dont j'étais en charge, hein, on est d'accord. Donc ça m'a ébranlé. Alors tout ça, ça a pris du temps. Et finalement, je me suis pris au jeu. Et donc j'ai écrit je. Je me suis dit, mais après tout, tu peux raconter ce que tu as vécu et expliquer. Alors il y a deux arguments qui m'ont convaincu. J'ai un ami qui est magistrat et qui est historien aussi, qui me disait, mais
il faut de la matière première quand les historiens s'intéressent à un thème donné. Et tu as connu un certain nombre d'affaires et c'est intéressant d'avoir le point de vue. Alors, ça vaut ce que ça vaut parce que c'est mon point de vue, mais de raconter un petit peu comment ça s'est passé. Comment, de l'intérieur, j'ai vécu tout ça. Ça, c'était un argument qui m'a convaincu. Et le deuxième argument, il m'a dit d'ailleurs, parce que j'hésitais longtemps à l'écrire, il m'a dit, n'oublie pas, alors il y a le problème de l'indépendance de la justice, il faut parler de ce thème de l'indépendance de la justice, il m'a dit, n'oublie pas de parler de l'international. Et l'international, ça nous ramène à notre sujet directement ici, et les paradis fiscaux, vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, tout à l'heure, tout cet argent qui disparaît, qui existe, et j'ai consacré au plus du tiers du livre à ce thème en disant voilà, il y a un vrai sujet. Alors voilà comment tout ça s'est né, et de valse hésitation en valse hésitation, finalement, je suis quand même content de l'avoir fait. Oui. Ça permet des rencontres comme celle-ci, en tout cas. Voilà, tout à fait. Il a fallu me pousser, mais bon, une fois qu'on est lancé, on est lancé et on le fait du mieux qu'on peut. Et en tout cas, avec le plus de sincérité possible. On le savait déjà si on suit votre parcours, mais en le lisant, ce bouquin, on l'apprend encore plus. Le juge trop indépendant que vous êtes l'a été pendant de nombreuses années. Trop indépendant d'ailleurs, c'est une réflexion que vous avez entendue de votre hiérarchie, évidemment. Absolument. Oui. Pendant mes 10 premières années, vous savez, les magistrats sont notés, évalués par leur hiérarchie. Dans la magistrature, il y a une hiérarchie. C'est un secret pour personne. J'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour le mot hiérarchie, déjà, vous voyez, parce que justement, j'aime bien mon indépendance. Et j'aime pas qu'on me dise faut faire ci, faut faire ça. Bon. Et pendant mes 10 premières années, j'ai découvert mes notations beaucoup plus tard, quand j'étais poursuivi dans l'affaire Clearstream devant le Conseil supérieur de la magistrature. Ils m'ont ressorti des notations que je ne connaissais pas et qui m'avaient été faites pendant mes 10 premières années, alors que j'étais jeune juge d'instruction. Et on retrouve une constance, parce que j'ai passé 2 ans au parquet aussi quand j'étais jeune, 3 ans même, 2 ans. Puis après, je suis parti en courant, je vous expliquerai pourquoi, si on a le temps. Mais j'ai eu un procureur général qui m'a évalué, et j'ai eu aussi un premier président, magistrat du siège, et ils disent la même chose. Il dit, ouais, c'est pas mal ce que vous faites, ça serait encore mieux si... Un peu moins. Voilà, si vous calmez, c'est pas dit comme ça, mais c'est beaucoup mieux, parce qu'ils savent très bien, ils avaient rédigé ça. Et d'ailleurs, quand on m'a ressorti ces notations, quand j'étais poursuivi dans l'affaire Clearstream, l'air de dire, on vous avait prévenu, je leur ai répondu, en gros, que j'en avais rien à faire de ces notations. Étant borné de nature, j'ai persévéré. Voilà. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est un gène breton particulier? Vous dites. Même pas. C'est quoi? C'est une conviction personnelle qui fait que lorsqu'on est magistrat, pour vous, ça ne passe que par ces parcours que vous avez eus? Vous savez, sur Terre, il y a des gens qui sont butés quelquefois. Et voilà, c'est... alors, non, il y a un principe sur lequel que je n'accepte pas, c'est les privilèges. Voilà, moi, mes références, c'est la Révolution française, c'est l'égalité. Et quand j'ai commencé dans la magistrature, je me suis aperçu très vite que dans certains domaines, la justice ne faisait tout simplement pas son travail. Elle ne l'a pas faite sous la Troisième République, sous la Quatrième République, sous la Cinquième République. Donc il y a une longue tradition dans laquelle on n'instruisait pas. Les scandales de Panama, etc., personne n'a été poursuivi. Il y avait quand même plein de députés achetés. Bon, on ne l'a pas poursuivi. Il y a eu l'affaire Stavisky, il y a eu la garantie foncière sous la Cinquième République. Donc c'est ça aussi que j'ai voulu raconter dans le livre, c'est cette mutation qu'il y a eu. Parce qu'il y a une mutation. Il y a 40 ans, on étouffait les affaires. J'ai connu des procureurs, je me suis heurté à des procureurs qui m'ont bloqué dans un certain nombre d'affaires,
on pourra parler de l'affaire Urba, des financements politiques. Il y a eu des blocages. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc il y a une révolution qui s'est faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques sont plus à l'abri des poursuites des juges. Et ça, c'est nouveau. Et je ne suis pas sûr que tout le monde en ait pleinement conscience, parce que souvent j'entends, oui, mais il y a une justice à deux vitesses, une pour les riches et une pour les pauvres. Bon, on pourra s'en expliquer. La complexité que vous évoquiez tout à l'heure de certaines affaires fait que c'est plus long, évidemment. Mais aujourd'hui, on n'étouffe plus. Alors, on peut manipuler, hein, parce qu'à une époque, on évitait les juges, ou on ne saisissait pas certains juges, ou on ne leur donnait pas les dossiers, on les gardait en enquête préliminaire, et puis l'enquête préliminaire du parquet ne sortait jamais. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Hein, aujourd'hui, d'abord, la presse est beaucoup plus présente. Donc, c'est ça que j'ai voulu raconter, cette mutation profonde. C'est le premier thème, c'est le thème de l'indépendance que j'ai vécu en première ligne avec d'autres. Vous avez cité le juge Alphen, je crois, qui est à l'origine de la création de votre association. Alors, pour la petite histoire, je revendique le fait d'avoir formé le juge Alphen. Parce qu'il a fait son stage instruction à Caen, quand j'étais à Caen, dans mon cabinet, pendant plusieurs mois. Donc il a pu être déformé complètement en passant dans mon cabinet. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et c'est quelqu'un qui s'est heurté au financement de la mairie de Paris à une époque où un certain Jacques Chirac était président de la République. Je ne vous dis pas tous les pièges qu'on lui a tendus, y compris à titre personnel. Il a été, alors là, pour le coup, complètement entravé. Donc, voilà, pour l'anecdote, le juge Alphen qui fonde notre association, enfin, qui est un des premiers présidents, d'après ce que j'ai compris. Et peut-être juste un mot sur l'association. Il est utile qu'il y ait des associations comme la vôtre qui dénoncent un certain nombre de faits. Parce qu'en matière de corruption, il n'y a jamais de plainte. Quand quelqu'un paye une autre personne, par définition, aucun des deux va se plaindre. Et même s'ils se fâchent par la suite, ils n'oseront pas parce que ça va leur retomber dessus. Donc, qui peut le faire? Les lanceurs d'alerte, peut-être des concurrents évincés, mais qui ne voudront pas apparaître et qui auront recours à des associations de citoyens comme vous qui sont motivés et qui vont, et je trouve ce que vous disiez tout à l'heure, votre démarche, je ne peux que l'approuver, c'est-à-dire d'aller porter l'affaire devant la justice. Sachant qu'aujourd'hui, elles seront traitées, vos affaires. Alors, tout n'est pas parfait. Je n'ai pas la prétention de dire que la justice est rayonnante dans ce domaine-là, dans tous les dossiers, mais sachez quand même qu'elle a gagné beaucoup en indépendance. La lutte contre la corruption a été le fil conducteur de votre façon d'être magistrat. Et puis il y a eu un moment, ça a été un tournant, j'ai l'impression également dans votre parcours, ça a été le combat public de cette lutte contre la corruption avec l'appel de Genève. C'était en 1996, alors ceux qui s'en souviennent, ça a été un appel de plusieurs magistrats européens, des grands magistrats anticorruption d'ailleurs, pour un espace judiciaire européen dans le but de lutter contre les malversations financières. Quelles étaient à l'époque vos attentes lorsque vous avez lancé cet appel? Et est-ce que ces attentes, eh bien, aujourd'hui, ont des réponses ou pas? Il y a des réponses, mais partielles, très partielles. 96. Les attentes, c'était quoi alors? Les attentes, c'était de pouvoir avoir accès aux comptes bancaires ou aux sociétés offshore des grands corrompus et corrupteurs. On peut aussi y mettre les trafiquants de drogue, les grands fraudeurs, etc., de façon à assurer une égalité. Parce que celui qui fraude en France, ça se verra, on va le traiter, on va le surveiller, il va être redressé. Mais celui qui passe les frontières, il passe entre les mailles du filet. Et c'était vrai pour la corruption. Donc on était 7, puisqu'il y avait le juge Garzón, qui était le juge espagnol dont vous avez dû entendre parler, puisqu'il avait fait interpeller au scandale Pinochet en Grande-Bretagne, au scandale de Margaret Thatcher,
qui est venu au secours de ce grand démocrate qui était le général Pinochet. Quel scandale, vraiment. Il y avait un procureur anticorruption espagnol. Il y avait 2 juges italiens. Alors vous savez qu'en Italie, là, il n'y a pas de juge d'instruction, ce sont des procureurs, mais totalement indépendants. Et ce sont eux qui ont mené d'abord les opérations anti-mafia, et puis surtout les opérations manipulité contre la corruption, qui ont décimé la classe politique italienne, à une époque où ils faisaient du financement, comme nous on le faisait en France, du financement totalement illégal. Simplement, ils avaient les mains libres. Donc ça a toujours fait peur aux politiques, l'exemple italien, parce que ce sont des procureurs qui ont les mains libres, hein, ce qui n'était pas le cas des procureurs français. Donc je ne sais plus sur quoi j'étais parti, sur... oui, bon... Pardon ? Ah oui, pardon, oui, bien sûr. Oui, mais ça c'est l'âge, vous savez, je décroche, hein, je commence à décrocher. Ah oui, donc il y avait 2 procureurs italiens, il y avait le procureur de Bruxelles. Les Belges ont toujours été très actifs dans la lutte anticorruption. Et puis, à Genève, appel de Genève, c'est étonnant quand même, parce que Genève, c'est en Suisse. Ah oui, on est du côté de ceux qui ont tendance à vouloir protéger l'argent sale parce qu'ils en vivent, du moins à l'époque. Et là, on avait un procureur général qui, lui, était élu, et qui était élu contre l'argent sale, en quelque sorte. Voilà. Donc lui, il en avait fait un combat, et il avait sorti des affaires en Suisse. C'était le début, c'était le tout début, et c'est lui qui a été un peu à l'origine de cet appel. Et en fait, c'est un constat. On ne peut pas poursuivre un certain nombre de personnes parce que les frontières nous empêchent de le faire. Donc, nos demandes, qu'est-ce qu'on demandait? Un procureur européen qui vient d'être mis en place depuis 1 ou 2 ans, mais dont les compétences sont extrêmement limitées. Il n'instruit pas des affaires de corruption, le procureur européen. Bon. Il a les affaires de fraude à la communauté, enfin fraude à l'Union européenne, pardon, et puis des affaires de fraude à la TVA. Voilà son champ d'investigation, mais il est loin d'occuper tout l'espace parce qu'on ne veut pas d'Europe. Bon. Et puis, deuxième, on demandait aussi un espace judiciaire européen, de façon à pouvoir aller à Chypre, aller à Gibraltar, aller dans les îles anglo-normandes, librement, vous voyez. J'aurais pu, dans ce système idéal qu'on n'a toujours pas vu, hein, étant en Europe, disant je peux aller n'importe où en Europe, poursuivre mes investigations. Il est évidemment hors de question de le faire. Il faut toujours faire des demandes aux juges extérieurs, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas eu d'avancée? Non, il y a eu quelques... Alors, il y a eu des avancées en ce sens qu'il y a aujourd'hui des magistrats de liaison qui existent dans différents pays, qui vous assistent, etc. Mais on est toujours sous le régime de l'assistanat. C'est-à-dire qu'on demande l'assistance de l'autre. Mais si vous tombez sur un juge qui ne veut pas, ou ça peut arriver à un juge qui ne travaille pas, ça arrive quelquefois. Ça m'est arrivé une fois en Suisse, et tout l'art consistait à pouvoir éviter certains juges et presque choisir ceux avec qui on était sûr d'avoir du résultat. Parce que tout ça, c'est une aventure humaine, et ça repose sur des individus, bien entendu. Donc voilà, on voulait pouvoir poursuivre la corruption internationale, les gros trafiquants de drogue, comme on poursuit le petit dealer ou le petit corrompu ou celui qui ne déclare pas complètement ses impôts en France. Voilà. C'est cette dimension internationale qui nous préoccupait. Ce n'était pas le gouvernement des juges, contrairement à ce qu'on a voulu nous dire à l'époque, c'était un appel aux citoyens. Voilà. On vous informe que on ne peut pas faire notre travail de la même manière dans ces cas-là. Voilà. Donc s'il y a X 0 de plus à la clé, on est dans le mur où c'est extrêmement périlleux, difficile, ça prend beaucoup de temps. Alors, le résultat, pour conclure, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'argent dans les paradis fiscaux qu'aujourd'hui. Cherchez l'erreur. Hein. Justement, intéressons-nous, j'imagine, à la priorité de ce dossier de la lutte contre la corruption au niveau international, les paradis fiscaux. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques avancées? Si oui, lesquelles? Et qu'est-ce qui reste encore à faire?
Alors, il y a eu des avancées au niveau de l'OCDE. Il y a eu par exemple, la corruption internationale, c'est-à-dire la corruption par une entreprise française d'un homme politique africain ou en Asie ou dans un autre pays. Bon. Il faut savoir que jusqu'en 2000, ce n'était pas une infraction en France. Ah oui. Vous étiez né, peut-être, madame, je ne sais pas, je vous vois sourciller, mais jusqu'en 2000, les entreprises pouvaient corrompre librement. Et elles pouvaient même, en plus, déduire en charge ce qu'elles versaient dans de la corruption, à condition de le déclarer. À qui? À Bercy. J'ai connu l'affaire Elf. Dans l'affaire Elf, je peux en parler parce que ça a été dit publiquement, ça a été jugé, archi-jugé en audience publique, mais le PDG de l'époque a expliqué qu'il en rendait compte directement à l'Élysée, puisque Elf était implanté dans un certain nombre de pays africains. Et quand je suis allé dans ce dossier chercher, alors là aussi c'était une première, je suis allé aux douanes, je suis allé à Bercy. Je dis, puisqu'il le déclare à Bercy, puisque je veux connaître les destinataires d'un certain nombre de commissions qui sont passées par la Suisse et Liechtenstein, qui apparemment sont allés sur des personnalités africaines, j'y vais. Et je pensais y arriver. Et je revois encore la scène où je suis dans le bureau des douanes, et on me sort le dossier et je vois marqué dessus Afrique, secret défense. Et je vois là mon interlocuteur qui me dit, je voudrais bien vous donner les documents, mais j'ai juste pas le droit, parce que c'est classifié. D'ailleurs, je fais observer, oui, alors, si je comprends bien, tout ce qui passe dans votre bureau, c'est classifié. S'il y a un vendeur de cacahuètes qui va déclarer, peut-être pas de cacahuètes en France, mais je sais pas, un vendeur de lait qui va vendre dans un autre pays, qui verse des commissions, c'est secret défense, on est d'accord. J'ai dû demander la levée du secret défense. À qui? Au pouvoir politique. Et ça a été, pour une large part, refusé. En tout cas, tout ce qui touchait l'Afrique. Donc, j'ai pas pu avoir accès aux informations qui m'intéressaient. Notamment tout ce qui pouvait toucher à ce que d'aucuns appellent la France-Afrique. Et aujourd'hui, je vous coupe parce que j'allais aborder le secret défense. Oui. Aujourd'hui, le secret défense, on est toujours dans cette situation-là. Bien sûr. Non seulement les documents sont classifiés aujourd'hui, mais des lieux sont classifiés. Il y a une loi dans 2008, je crois, 2007, qui a étendu le secret défense. C'est-à-dire que si vous voulez aller dans certaines entreprises, bon, je fais du mauvais esprit, je pense aux entreprises de vente d'armes, comme ça, juste comme ça. Voilà. Alors, parce que j'ai été traumatisé par l'affaire des frégates de Taïwan, c'est sans doute pour ça. Mais vous allez dans l'entreprise, vous n'avez plus accès. Avant, on pouvait y avoir accès, on constatait, c'était classifié, il fallait demander la demande de classification. Mais aujourd'hui, les lieux sont classifiés. Les lieux sont classifiés, c'est-à-dire qu'il faut demander l'autorisation pour y aller. Et le juge ne prend pas connaissance des dossiers. Il y a des personnes de la commission, parce qu'ils ont créé une commission, qui est là et qui va regarder. Et moi, j'ai vu cette scène absolument aberrante dans laquelle ces personnes qui ne connaissaient rien au dossier faisaient le tri, et moi, je ne pouvais même pas voir. Et d'ailleurs, dans le dossier, alors pour finir sur le secret défense, je me suis heurté une nouvelle fois. Alors, il y a eu l'affaire Elf, mais on s'est heurté une nouvelle fois dans les frégates de Taïwan. Alors, l'avantage qu'une affaire dure quelques années, c'est que les ministres changent. Donc, j'ai dû faire 4 ou 5 demandes. Parce que j'ai eu tantôt un ministre de droite, un ministre de gauche. Je me faisais encore des illusions, vous voyez. Et à chaque fois, ça a été niette. Donc, voilà un dossier que j'ai pas pu savoir s'il y avait eu de la destination, ce qui avait été déclaré par les responsables de l'entreprise à Bercy, etc. Je n'ai pas eu accès aux documents.
J'ai eu beau expliquer que je ne demandais pas les codes nucléaires ou je ne sais quoi. C'est pas ça qui m'intéressait, c'était uniquement la corruption, les commissions. Sachant que la France, il faut savoir qu'aujourd'hui, la France en 2000, je reviens au début de mon sujet, elle a signé une convention réprimant la corruption d'agents publics étrangers. Et il y a des lois qui le punissent. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on punit la corruption d'agents étrangers, et on les clean, soit on met du secret défense sur toutes les commissions des ventes de pétrole, d'armes, des achats de pétrole, tout ce que vous voudrez, et à ce moment-là, on fait obstacle à cette convention qu'on a signée. Donc, il y a une contradiction. Moi, ça m'apparaît comme une contradiction. Les Anglais ont fait la même chose quand ils ont, je crois que c'est des hélicoptères qu'ils avaient vendus à l'Arabie Saoudite. Le SFO, le Serious Fraud Office, avait fait un vrai travail d'enquête. Je vais dire, pour une fois que les Anglais font un travail dans ce domaine-là, eh ben, ils ont été stoppés net par le pouvoir politique qui a dit non. Alors, j'ai la faiblesse, fantasme toujours. Hein, je me dis, ah oui, c'est parce que c'est l'Arabie Saoudite. Il y a d'autres intérêts en jeu, etc. Voilà, alors c'est toujours l'éternel débat. Si on lutte contre la corruption à l'étranger, on pénalise nos entreprises. Oui, mais parce qu'on part du principe que si ce n'est pas notre entreprise qui corrompt, ça va être l'entreprise américaine, allemande, etc. Oui, mais enfin, moi j'aimerais bien quand même un jour qu'on soit dans un monde où on dise celui qui corrompt, qu'il soit américain, allemand ou autre, il est passible de poursuites et qu'il y ait des poursuites effective, qu'on arrête ce type de raisonnement, parce que le raisonnement, si vous le poussez à bout, ça veut dire que vous avez dans ces pays, je pense à des pays comme moi j'ai vu par exemple le Nigeria, qui est un pays qui a des ressources pétrolières énormes, mais c'est là que vous avez le plus de gens qui meurent de faim. Et vous avez quelques dirigeants qui, eux, alors il y a eu l'exemple du général Abacha, qui est caricatural, mais on parle de milliards de dollars de détournés, qui n'ont jamais été recouvrés, qui est mort en 98, donc là aussi c'est pas si vieux, hein, et je pense que ça continue, la corruption en Afrique ou ailleurs. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, dans notre système, parce que cet argent, ce sont ceux qui ont le plus besoin qui en sont privés. Et tout ça se fait avec l'aide de nos entreprises occidentales. Voilà, et c'est ça qui me choque. Je voudrais revenir aux paradis fiscaux et de la lutte contre ces paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'il faut faire si demain le Premier ministre vous appelle en disant « Tiens, j'ai envie de changer Dupond-Moretti, je vais vous mettre à la place ». Quelles sont vos premières mesures D'abord, ça peut en tant que garde des Sceaux. Sceaux. Alors, je veux dire, ça ne peut pas arriver parce qu'il ne me demandera jamais une chose pareille. Il n'y a jamais un politique qui aura l'inconscience. Monsieur Dupond-Moretti disait la même chose aussi avant, hein, donc on ne sait jamais. Hein. Et pourquoi voulez-vous me comparer à monsieur Dupond-Moretti, pour lequel j'ai le plus grand respect par ailleurs? Croyez-moi bien. Bon. Quelles sont vos premières mesures au gouvernement? Non, d'abord, je ne serai jamais au gouvernement. On est d'accord. Voilà, on ne me le demandera jamais. Et de toute façon, ça ne pourrait pas tenir 8 jours, cette histoire. Mais non. C'est possible. Parce que, première chose, indépendance des parquets. Ah oui, refonte du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature. Permettre un contrôle citoyen sur le fonctionnement de la magistrature, qui est, à mon avis, un fonctionnement très corporatiste. Vous savez, il y a deux dangers sur la magistrature. C'est l'intervention du politique, d'une part. Il y a toujours un lien entre les parquets et le garde des Sceaux, même si les procureurs ont pris de fait une certaine indépendance aujourd'hui, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais statutairement, ils sont toujours nommés par le garde des Sceaux. Donc moi, je suis procureur dans une petite ville, je veux devenir procureur dans une grande ville, je réfléchirais peut-être à 2 fois, parce que je suis vénal par nature, à titre personnel, je m'exprime, avant de poursuivre un élu de la majorité, ou alors je laisserai ça sur le bureau de mon successeur. Oui, j'attendrai d'être nommé, puis c'est seulement le jour où j'arriverai, il y en a qui racontaient ça, et quand on arrive vraiment au sommet de la pyramide, que là, là maintenant, on va être totalement indépendant.
Non, mais il y a tellement de chantiers à mettre en place. Et puis sur le plan, sur les paradis fiscaux, il faut une démarche. Parce que la France ne peut pas régler le problème toute seule. La France, ça fait partie de l'Europe. Donc, il faut déjà faire le ménage en Europe. Chypre, Malte, toutes ces... L'argent va aller ailleurs dans ces cas-là. Eh bien, déjà, oui. Deuxième temps. Et premier temps, avant de dire il va partir ailleurs, faisons le ménage devant notre porte. Voilà. Exigeons de ces pays et mettons en place les structures efficaces pour lutter contre l'argent sale. Il n'est pas normal qu'à Chypre, je suis allé à Chypre il n'y a pas si longtemps, dans 2 de mes enquêtes qui n'avançaient pas, il y avait 2 ou 3 policiers en charge d'une montagne de demandes. Alors, je suis allé là-bas, parce que ça traînait depuis 2 ans. Je suis revenu, ils ont exécuté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis mon dossier au-dessus de la pile. Donc j'étais content quand même, j'avançais mes dossiers, voilà. Mais bon, je passais dans le camp des privilégiés, je vous le concède. Mais voilà, donc c'est pas normal. C'est pas normal qu'à Chypre on fasse pas le ménage, mais qu'on le fasse partout et qu'on exige une transparence, qu'on arrête avec ces histoires de trust, de sociétés panaméennes, de sociétés des British Virgin Islands qui ont des comptes à Chypre. J'en ai vu aussi en Lettonie, en Lituanie, dans les pays baltes. Hein, j'ai vu des montages de blanchiment offshore, etc. Et c'est pas si vieux. Hein, donc, il y a encore des problèmes en Europe. Vous avez encore des pays comme le Luxembourg. Vous avez vu ce qu'a sorti Le Monde sur le Luxembourg il n'y a pas très longtemps, où on voit que la transparence, on a signé, ok, mais bon, on n'y va pas trop vite. On pourrait parler du Liechtenstein aussi, la Suisse. Alors, il y a des progrès. Il y a des progrès en Europe, mais il y a encore beaucoup d'argent qui dans les coffres de ces places financières en Europe, l'argent sale. Alors, il y a un sujet. Donc, il faudrait véritablement vouloir faire le ménage. Voilà. Mais il faut une volonté politique pour ça. Et il faut une volonté politique commune. Voilà. Et je pense que la France, elle a des initiatives à prendre. Et puis, rêvons un peu. Une fois qu'on aura fait le ménage, en Europe, comme vous dites, l'argent... Ça a déjà commencé, je vous rassure, depuis une dizaine d'années. Il part. Ben, il part où? Alors, il y a eu le Liban. Mais vous avez eu le Liban, c'est cassé la figure. Alors, rassurez-vous, je rassurais les âmes sensibles dans notre assistance, ceux qui avaient énormément d'argent au noir au Liban, fraudé ou de l'argent de la corruption, ceux-là, ils ont pu aller ailleurs. Hein, on est d'accord. Par contre, si vous êtes citoyen libanais, vous voulez retirer l'équivalent de 100 € sur votre compte, on vous l'interdira, on vous dira c'est pas possible. Bon, il y a eu la même chose à Chypre. Hein, quand Chypre est tombé, vous savez, il y a eu la crise de Chypre il y a une dizaine d'années, ceux qui avaient l'argent sale dans des proportions extrêmement importantes, ils sont partis. Par contre, on a dit aux autres, ah ben non, vous ne pouvez plus, là, à partir d'aujourd'hui, tant que vous ne pouvez plus toucher à vos comptes bancaires, il y a une faillite globale. On a juste oublié que les principaux étaient déjà partis. Et les mécanismes bancaires sont tels qu'ils pouvaient, le banquier de Chypre pouvait l'envoyer en Lituanie, à Malte ou je ne sais où, dans des places plus sûres. Donc, je ne sais pas où est parti l'argent du Liban. Probablement à Dubaï, parce que Dubaï aujourd'hui est devenu le nouvel Eldorado. Hein. Dubaï, j'en parle dans le livre d'ailleurs. Dubaï, ils extractent pas. Donc si vous êtes en fuite, qu'il y a un mandat d'arrêt, 2 mandats d'arrêt contre vous, c'est pas grave, allez à Dubaï. Alors il fait un peu chaud, d'accord. Bon, vous aurez le moyen de vous payer la clim quand même sur place. Hein. Bon. Et puis surtout, vous emmenez votre argent avec vous. Vous transférez vos comptes à Dubaï. Et sachez une chose, puisqu'on parle de l'appel de Genève, si moi j'envoie une demande à Dubaï, tiens, le monsieur qui est au premier rang là, tiens, je sais que ce monsieur a un virement de 500 000 €, c'est pas grand-chose, hein, 500 000 € sur Dubaï. Donnez-moi les relevés de ce compte que je sache ce qu'il a fait de son argent. Ben, Dubaï ne répond pas. Alors, soit ils sont sourds, soit le courrier se perd en route,
mais il n'y a jamais de réponse. Donc voilà un paradis fiscal. Hein, vous n'auriez peut-être pas pensé à Dubaï, vous voyez. Alors, je vous donne la recette, mais de toute façon, ne faites pas de soucis. Ceux qui ont voulu vraiment camoufler leur argent, ils sont déjà à Dubaï. Mais Dubaï, c'est comme le Liban, ça peut changer un jour ou l'autre. L'instabilité crée l'insécurité pour tous ceux qui ont cet argent, comme ceux qui avaient leur argent à Chypre. Alors vous me direz, il y a toujours une échappatoire. Oui, il y a toujours une échappatoire. Donc, là vous me disiez, l'Europe, l'argent, il est parti. Il est parti à Hong Kong aussi. Hong Kong, aujourd'hui, il y a le grand frère chinois, là. Je ne sais pas si je laisserai... c'est pas grave. De Hong Kong, vous l'envoyez. Pas loin où ça? Mais oui, à Singapour. Ah, mais je vois qu'il y a des spécialistes dans la salle. Ou des gens qui connaissent bien le problème. Et ces virements se font aussi facilement que ça? Mais bien sûr. Parce que, tout à chacun, vous changez de banque, c'est catastrophique. Il faut des semaines avant d'avoir votre conseiller qui vous dit attention, pourquoi vous envoyez votre argent dans l'autre banque? Ces gens-là arrivent à faire des millions d'un compte à l'autre. Oui, mais parce que vous êtes un petit. Vous êtes un petit. Il faudra 8 jours, il faudra signer 3 fois le document. Si vous pesez 100 millions de dollars, vous croyez qu'on va vous chatouiller sur des détails pareils? Vous avez des fiduciaires qui sont très spécialisés au Luxembourg, en Suisse. D'ailleurs, ça fait 20 ans qu'ils travaillent avec les mêmes clients ou 30 ans. Ne pensez pas qu'on va demander à celui qui a une fortune d'aller remplir des papiers ou je ne sais quoi. Et puis, en général, une fiduciaire, parce qu'il faut savoir que c'est la fiduciaire, c'est comme un cabinet d'avocat. Pardon pour l'avocat, mais ça n'a rien à voir avec un avocat traditionnel. C'est une fiduciaire, c'est entre le conseil juridique, l'avocat, il gère des fonds. Fiduciaire. Fiduciaire, ça veut dire quoi? Fiducie. Il y a ceux qui ont fait du latin dans la salle. Fides, confiance, voilà. On se fait confiance. Voilà, une fiduciaire, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Je vous confie mon argent, tout repose sur la confiance. Et une fiduciaire digne de ce nom, si vous avez, je ne sais pas, 100 millions de dollars à cacher, vous allez toucher un chèque de 100 millions de dollars, un virement. Bon, vous n'avez pas envie que ça soit à votre nom, ben la fiduciaire, elle va vous fournir des sociétés panaméennes, des British Virgin Islands, elle en a dans son tiroir. Voilà, alors évidemment, il ne faut pas jouer trop petit bras non plus, parce que ça doit coûter 10 000 dollars. Bon, je dis ça il y a 4-5 ans, donc peut-être 20 000 aujourd'hui avec l'inflation, puis bon, ils prennent des risques aujourd'hui, donc ça se paye. Bon, 20 000, ok. 20 000, vous en avez, je vous en donne 5. Comme ça, vous aurez un compte à Singapour, à Hong Kong, un machin. Donc vous pouvez, on met l'organigramme dès le départ, c'est une question de moyens. Alors plus il y a de zéro, plus vous allez opacifier les circuits, et la fiduciaire, elle aura la signature, et elle va vous faire valser l'argent d'un compte à l'autre. Donc, quand ça ira mal au Liban, ben, vous inquiétez pas, on anticipe, hein, on a des relais sur place. Donc, il y a des réseaux comme ça, des fiduciaires qui fonctionnent, et c'est pas un problème. Alors, il y en a aussi, il y a des radins quelquefois quand même s'ils ont beaucoup d'argent, ils trouvent que c'est cher. Bon, alors, la fiduciaire leur propose une panaméenne d'occasion. Ça vous coûtera, au lieu de 20 000 dollars, ça vous coûtera 5 000 dollars. Oui, mais c'est quoi une fiduciaire d'occasion? Monsieur, c'est comme votre voiture. Vous achetez une voiture d'occasion, il y a quelqu'un qui s'en est servi avant vous. Ah. Oui, mais si jamais un jour il y a une enquête sur ce quelqu'un... Non, je préfère 5-9. Je ne suis pas à 100 000 dollars près, mais c'est le prix de la sécurité. Donc on va mettre des fiduciaires, des sociétés panaméennes, des trusts, tout ce que vous voudrez. Il y a une ingénierie. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette ingénierie financière, elle existe aussi pour les multinationales, qui, elles, ne fraudent pas. Elles ne fraudent pas. Ben non, elles ne payent pas d'impôts. Pas pareil. Elles ne fraudent pas, puisqu'elles déclarent leurs impôts à Jersey, en Irlande, où il n'y a pas d'impôts ou très peu,
au Luxembourg. Vous savez, il y avait au Luxembourg, il y a eu un lanceur d'alerte qui avait signalé d'ailleurs au Luxembourg je me souviens plus comment ça s'appelle, ces accords qu'ils avaient signés. Il y a bien quelqu'un qui va me rafraîchir la mémoire. Les Rawlings. Les Rawlings. Allez, oui, voilà. Et puis, mon mauvais esprit me fait dire qu'à l'époque où il y a un certain nombre d'accords, il y avait un Premier ministre qui est devenu, qui avait un très haut poste à la Commission européenne. Vous voyez ce que je veux dire? Il commence par agir, je ne donnerai jamais de nom, mais voilà. Donc, voilà, mais ça ne le gênait pas. Il n'était pas au courant. Il ne savait pas. Bon, il était X années Premier ministre, il ne savait pas. Bon, donc, ces Rawlings permettaient, en plus de négocier des accords avec des multinationales, parce qu'on se les arrache, les multinationales. Parce que même si on a un impôt à 3% ou 5%, sur des milliards de bénéfices, voilà. Or, ces multinationales, elles ont leur activité en France, en Allemagne, etc., mais elles ne payent pas leurs impôts en France et en Allemagne. Elles vont les faire remonter les bénéfices ailleurs. Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a une proposition de Joe Biden de taxer à 15% l'évasion fiscale. Alors, j'applaudis, mais j'applaudis que d'une seule main. Oui, ça ne fait pas beaucoup de bruit, parce que la mesure est très bonne, évidemment. Enfin, on est à 15%. Demandez à n'importe quelle entreprise, PME, vous lui dites payez 15%, on vous laisse tranquille, il va signer tout de suite. Hein, parce que le taux n'est pas du tout le même. Donc on est loin de... Et en plus, il faut négocier avec un certain nombre de pays qui, eux, en vivent et qui ne veulent pas des 15%. Mais l'oncle Sam a tapé sur la table, donc nous, on suit, quoi, comme d'habitude. Hein, voilà. Mais c'est un premier pas. C'est un premier pas qui veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être avant, parce qu'on est dans un monde qui bascule, ça augmentera. Et si ça augmente, les paradis fiscaux perdront de leur attrait. Sauf pour les fraudeurs et les corrompus, etc. C'est un autre problème. Parmi les solutions que vous avancez dans votre ouvrage pour essayer de vaincre l'omerta des intermédiaires, des dirigeants d'entreprises qui ont distribué quelques commissions sur les comptes étrangers, vous parlez d'une solution qui est prônée aux États-Unis, l'accord transactionnel. C'est la négociation de peine, en fait. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Aux États-Unis, c'est très simple. J'ai travaillé avec des procureurs américains. Ils avancent leur enquête. Et puis, à un certain stade, ils convoquent l'entreprise, les dirigeants, ils leur disent, écoutez, c'est simple. Où vous payez, alors, on parle pour l'entreprise, hein, où vous payez 500 millions de dollars, on arrête tout contre vous. Ou alors on continue et on va poursuivre tous vos dirigeants les uns après les autres. Alors il y en a comme ça, je sais qu'il y a un dirigeant d'Alstom qui s'est fait arrêter aux États-Unis. Voilà, donc c'est une transaction, mais bon, on ne met pas le couteau sous la gorge, ou alors on vous dit, si vous êtes personne physique, bon, on transige à 2 ans de prison. Si on vous poursuit, vous risquez d'avoir 15 ans. Alors, vous savez, ils cumulent hein, là-bas. C'est 5 plus 5 plus 5 plus 5. Bon. Madoff, 150 ans, je crois. Hein, il a été condamné. Hein, bon, c'est leur système. Donc arrive un moment où il y a des transactions. Voilà. Et ça, c'est transposable à la France? Non. Pourquoi? C'est pas dans ma culture, je vais vous dire. Franchement, c'est pas la culture française. Quand je dis non, j'exagère un peu. Il y a des transactions qui ont été faites et qui peuvent être faites, mais c'est à manipuler avec précaution. Moi, je distinguerais toujours les personnes morales, les entreprises, des dirigeants. Quand un dirigeant pratique la corruption et qui s'enrichit en plus sur le dos de l'entreprise, comme je l'ai vu aussi à l'étranger, pour moi, il n'y a pas de transaction, il doit y avoir procès public. Voilà. Alors, ça prendra le temps qu'il faudra, parce que ça sera nié, il faudra faire des investigations dans des comptes offshore, c'est long, il y aura des recours, des avocats qui vont durer des années, mais l'exigence de procès public, pour moi, elle est importante. S'agissant de l'entreprise, je raisonnerais différemment. On peut transiger avec l'entreprise. D'ailleurs, on a des procédures aujourd'hui qui ont été mises en place et qui ont été appliquées. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des transactions avec HSBC.
c'est plusieurs centaines de millions de dollars. UBS, ils ont été condamnés, pardon. Ils ont été condamnés à 2 milliards d'amende, mais ils ont fait appel. Il y a eu des transactions récemment avec Airbus. D'ailleurs, je cite l'exemple d'Airbus dans le livre. J'ai lu dans la presse, l'ai lu il y a 1 an, que le parquet national financier avait transigé avec Airbus. Et c'était un accord tripartite parce qu'il y avait les Américains et les Anglais. Et Airbus s'est vu condamné à payer des milliards. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Crise de l'aviation. Et là, le même contribuable va remettre de l'argent dans Airbus, dans le secteur aéronautique. Ça montre bien les limites de l'exercice. Et puis quand vous sanctionnez une entreprise, vous sanctionnez aussi ses salariés. Quand vous mettez des milliards à payer, quand le procureur américain demande des milliards à une entreprise française, il y a eu la BNP par exemple, parce qu'ils avaient violé un embargo, je crois, sur l'Iran, je ne sais pas exactement, c'est quand même des milliards qui échappent à l'entreprise, et elle a intérêt à avoir les reins solides si elle veut continuer à fonctionner. Donc, ça a ses limites. C'est-à-dire que la transaction, elle empêche le procès public, elle fait que le citoyen a le sentiment, quelque part, on s'arrange. Voilà. Alors que si lui, il est poursuivi, il n'y a pas d'arrangement. Donc ça crée un sentiment d'injustice. D'un autre côté, faire payer des centaines de millions, comme ça a été fait, par exemple, pour une banque suisse, pourquoi pas ? Vous savez, on a eu de plus en plus, et ça c'est une autre révolution qu'on a eue depuis 20 ans, on s'intéresse au porte-monnaie. C'est-à-dire qu'on saisit de plus en plus les biens des personnes, et après c'est au tribunal à ordonner la confiscation s'il estime que les faits sont constitués, s'il estime devoir mettre une peine de confiscation. Et souvent, c'est quelque chose qui est très mal ressenti par les personnes qui, quelquefois, préfèrent aller quelques mois en prison, mais qu'on ne leur prenne pas leur argent. On a complètement évolué. Les Suisses, d'ailleurs, avaient beaucoup d'avance sur nous, parce que les affaires de corruption, ils en ont sorti, les affaires de blanchiment. Notamment, je parlais avec le Nigeria. Ils ont saisi de l'argent, et après se posait d'ailleurs le problème de la restitution des fonds au Nigeria. Alors, on n'allait pas la rendre au successeur du général Abacha, mais ça passait par des ONG pour financer des écoles, des hôpitaux, etc., parce qu'il n'y a pas de raison que l'argent ne soit pas rendu à ces pays-là. Donc, on n'est qu'au début de tout ça, et ça me paraît une bonne évolution. Et je pense que, pour terminer, que moi je dirais que les cinq dernières années où j'ai fait semblant de travailler, mon premier souci, c'était de saisir de l'argent à l'étranger. À Singapour, aux États-Unis, on a réussi au Luxembourg aussi, en Suisse, et je me suis dit, c'est là qu'il va falloir porter le fer demain. C'est saisir tout cet argent qui est fraudé et avancer. Voilà. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On n'y arrive pas toujours, mais quand on y arrive, on est content d'y arriver. On va arriver au terme de cette première partie. Avant de passer aux questions du public, j'aimerais quand même évoquer une question importante qui est la corruption au niveau local, puisque vous savez que les groupes locaux d'anticorps ont rarement à traiter des affaires comme les vôtres sur les paradis fiscaux au niveau international. Est-ce qu'il y aurait des petites affaires liées au favoritisme, au conflit d'intérêts, etc., qui ne méritent pas en fait l'intérêt des magistrats, et puis les grosses affaires nobles comme celles que vous avez instruites? J'aurais pas dû venir ici finalement. Non, je dirais qu'il n'y a pas de petite affaire. La seule chose que je distinguerais à l'échelon local, c'est moi, vous savez, toujours mon critère quand j'instruisais les dossiers, est-ce que la personne s'est enrichie ou pas? C'était ça mon critère. Alors, effectivement, je ne parle même pas de l'échelle internationale, je dis sur un plan éthique en général. Et je ne mettrai pas sur le même plan les affaires de corruption, alors on va rester dans les affaires locales, de corruption locale, ou de détournement de fonds publics, ou des personnes publiques
perçoivent de l'argent indu. Je ne le mettrai pas sur le même plan que le favoritisme où j'ai vu un exemple, par exemple, localement, parce que j'ai aussi traité des affaires locales qui étaient dépaysées à Paris. J'en ai connu à Rennes aussi quand j'étais à Rennes. Je ne mettrai pas sur le même plan une affaire, j'ai en tête une affaire où il y avait un favoritisme parce que les élus avaient favorisé des entreprises locales. Donc, ils avaient fait en sorte de baisser le seuil pour pas que ce soit des entreprises nationales qui viennent parce qu'ils veulent protéger. Bon, alors après, ils se connaissent. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien, mais est-ce que le dirigeant s'est enrichi? Là, on passe un seuil, on tombe dans le détournement, la corruption. C'est là que je mettrais un petit peu peut-être la barrière. Maintenant, il faut aussi savoir qu'on peut avoir des non-lieux, des relax ou des classements du parquet parce que une première apparence, ça a l'air truqué, ce marché, etc. Et en creusant, on va s'apercevoir que le délit ne tient pas parce que les procureurs, les juges font du droit. Hein, et on ne va pas renvoyer quelqu'un si c'est pour avoir une relax à l'arrivée parce qu'on n'aura pas démontré l'élément intentionnel ou même l'élément matériel de l'infraction. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi des difficultés juridiques que vous devez rencontrer aussi à l'échelle locale. Enfin, vous voyez, moi, le critère, je le mettrai là. Voilà. Même si on doit poursuivre le favoritisme, je suis d'accord, mais il n'est pas normal parce que ça porte atteinte à la concurrence, etc., qu'on favorise certaines entreprises. Mais le degré de gravité n'est pas le même que lorsque, en plus, les dirigeants, les élus s'enrichissent ou prêtent de l'argent dans la caisse, évidemment. Voilà, c'est tout ce que je pourrais Ma toute dire. dernière question, le rôle du citoyen et la citoyenne dans cette affaire de lutte contre la corruption, est-ce qu'il peut faire quelque chose, lui, à son niveau? Le citoyen tout seul, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Justement, c'est pour ça qu'il y a des associations comme Anticor qui peuvent faire l'interface. Mais il appartient aussi à Anticor, j'imagine, que vous avez certainement beaucoup de dénonciations ou de personnes qui se manifestent auprès de vous, faire le tri entre les affaires qui paraissent réellement sérieuses et celles qui... il y a aussi des gens qui sont victimes de toute la terre, on voit tout de suite. Hein, donc, je pense que ce tri est important, d'autant que vous avez, vous, la possibilité de déposer plainte et de vous constituer partie civile. Si vous avez un parquet qui ne bouge pas, vous pouvez aller vous constituer auprès du juge d'instruction, et le procureur le sait. Donc, vous avez une capacité d'action qui est reconnue, que n'a pas le citoyen. Un citoyen ne peut pas se constituer partie civile, c'est pas possible. Donc, d'où l'intérêt d'associations telles que la vôtre, et aussi de sensibilisation. Vous parliez de l'échelon local, mais c'est important aussi qu'à l'échelon local, il y ait une association locale ou une antenne locale, et que les élus, que tout le monde sache que ça existe, et qu'ils ne sont pas à l'abri. Alors, évidemment, ça pose aussi le problème de ceux qui vous signalent, des lanceurs d'alerte, de leur anonymat. Il y a tout ce traitement à faire, j'imagine, qui n'est pas simple. Mais évidemment que les associations occupent une place qu'il faut occuper. Parce que si elles ne l'occupent pas, on n'aura jamais de plainte. Le problème de la justice, je vais vous dire, le problème de la justice, c'est qu'elle ne sait pas. Ou elle apprend 15 ans plus tard, 10 ans plus tard. On vient lui dire, vous avez rien fait pendant 15 ans. Oui, mais on se garde bien d'informer la justice. Donc il faut, et c'est ce que je souligne dans votre démarche, une fois que vous avez fait le tri, que ça vous paraît sérieux, le porter le plus vite possible à la connaissance du parquet, quitte à le voir, si c'est grave, prendre contact avec eux, sachant que vous y donnerez suite. Voilà, ça c'est important, parce qu'il faut que l'information soit portée le moins tard possible, si j'ose dire, à la connaissance de la justice. C'est comme ça que je vois votre rôle. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous le vivez au quotidien mieux que moi. Vous me faites la transition, c'est parfait. Merci. Oui. Merci à vous pour cette première partie. Sous le pied. Merci. Non, ça me va très bien. On va passer donc aux questions
Nous allons passer donc aux questions et commentaires, évidemment du public ici à Nantes, mais également sur les pages Facebook d'Anticor et de Médiacité. N'hésitez pas à déposer vos questions ou vos commentaires en commentaire justement sur les réseaux sociaux. Et nous serons là également pour les remonter ici à la salle. Alors, il y a 2 micros qui vont circuler, 2 micros HF. Si vous voulez bien me faire un petit signe, et je vous donne ensuite la parole. On a un monsieur juste devant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le micro à vous, monsieur Van Brenbeck. Je vais passer le micro ici, et moi me déplacer à côté. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai du mal à me rassurer donc suite à cet exposé. Je ne représente personne, je ne représente que moi-même. Mais je vis actuellement une situation, depuis maintenant bientôt 8 ans. J'ai dénoncé effectivement la corruption, alors que l'on peut décliner par abus de pouvoir, faux en écriture, des documents donc, qui visent donc, un permis, un acte d'urbanisme. Acte d'urbanisme, donc là on rentre donc dans une particularité, des spécificités, donc là il faut aller vers donc, des gens les sachant. Mais la loi d'une manière générale, donc, elle est lisible. Alors elle n'est pas parfaite, mais donc j'entends il n'y a pas longtemps un ministre donc, qui a quitté, mais qui se réjouissait donc, de lire une loi de bon sens. Mais on l'a perdu totalement, le bon sens. Une loi donc n'a jamais été parfaite. Le législateur, il n'a pas imaginé tous les cas particuliers, toutes les interprétations. Mais donc c'est quand même aux sachants, au pouvoir politique, aux fonctionnaires donc d'interpréter la loi donc pour prévenir effectivement donc la victime physique donc bon on la néglige, mais derrière cela donc c'est de la fraude fiscale. C'est qu'on fait donc dans l'incohérence la plus totale, c'est le patchwork. Tout le monde donc se gave, donc, et là je répète effectivement donc un officier de police judiciaire, donc qui oui, tout le monde s'est gavé quoi. Et derrière donc l'État, que fait donc l'État donc pour arrêter cela? Parce que donc c'est un exemple, mais qui en cache, c'est l'arbre qui cache la forêt quoi, sur le plan local. Donc c'est l'omerta donc au niveau donc des élus bien évidemment qui sont compromis. Et on a fait en sorte donc de tout compromettre. Donc la collectivité locale, la collectivité intercommunale, les bailleurs sociaux, donc, qui sont aussi directement intéressés, parce que donc il faut servir tout le monde. Et puis bon, des propriétaires privés. Et derrière, donc, vous arrivez trop tard. Vous avez le tort donc de venir trop tard pour dénoncer. Donc le notaire, tout le monde est d'accord avec vous. Mais oui, vous avez raison. Mais personne ne bouge. Donc le notaire ne fait rien. L'élu, donc, c'est pas moi, c'est l'autre. Il déclare, ah oui, la situation est atypique. Mais monsieur, madame, donc, qui crée la situation atypique? Jusqu'où on va? Et donc, on arrive donc à la justice. Et donc, le juge classe sans suite. Je saisis bien sûr le tribunal administratif, parce que j'ai envie de l'entendre, celui-là. Donc, irrecevable. Mais on va jusqu'où? Donc, aujourd'hui, donc, je suis mis en condition pour aller attaquer l'État qui a failli, qui facilite la fraude donc au niveau local. Parce que donc une petite opération donc d'urbanisme, il y avait une assiette donc de TVA à peu près d'1 million. On ne va pas rentrer dans les détails. Non, on ne va pas rentrer. Mais donc c'est intéressant donc de voir, parce que je peux vous en développer d'autres. Donc, alors, ce qui est intéressant dans ce témoignage, et je crois que tous les membres d'Anticor peuvent ressentir aussi la même chose lorsqu'ils entendent ce témoignage d'un lanceur d'alerte. On a à chaque fois quelqu'un qui sort ça avec beaucoup de passion, parce qu'il se sent complètement démuni face à tout ce qui lui arrive, face peut-être à l'inculture qu'il peut y avoir sur ce dossier, et puis également sur l'incompréhension vis-à-vis des services de l'État, des élus, etc. Vous entendez ce type de témoignage? Est-ce que vous en avez déjà peut-être entendu vous-même? Et que répondre à ces lanceurs d'alerte qui se sentent complètement démunis face à l'ampleur de la tâche? On m'oppose le secret professionnel. Merci. J'ai saisi la fin. J'ai saisi donc le préfet. Connaît tout. On va écouter Renaud Van Rudbeck. Le ministre donc des Finances, le ministre de la Justice. J'ai saisi tout le monde. Oui, mais attendez. C'est on va écouter. Il est dramatique. Ce que je comprends pas, ce que je comprends dans votre histoire, c'est que vous avez porté l'affaire devant la justice, mais qui n'a rien fait. J'ai fait appel donc bien sûr
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux Le pas. dossier, donc, un acte d'urbanisme. Donc, dites-moi, rassurez-moi. Donc, c'est un acte public ou c'est un acte privé? Un acte d'urbanisme. Oui, c'est un acte public, Eh bien. mais je ne peux pas me prononcer sur votre dossier, je ne le connais pas. Un permis d'aménager. Oui. On ne va pas rentrer dans le détail de l'affaire, mais on en... Le juge, l'avocat général, déclare c'est du domaine privé. Alors, on ne vous entend pas sur les réseaux, donc on ne va pas pouvoir développer, mais c'est ce qu'on entend aussi beaucoup à Anticor, effectivement, c'est cette passion aussi et des lanceurs d'alerte. Toute la difficulté d'être lanceur d'alerte aujourd'hui. Une autre question, oui, dans le fond? Non? Il y en avait une ici? Alors attendez, vas-y, dans le fond là-bas? Monsieur? Très bien. Oui, bonsoir. La question que je me pose, c'est comment se fait-il, une forte tête comme vous, que vous ayez hérité d'affaires qui, si j'avais été je dirais, bien informé, j'aurais certainement tout fait pour que ce ne soit pas vous qui ayez l'affaire, quoi. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Vous avez la meilleure collection d'affaires, et tant mieux. Alors, est-ce que c'est un hasard, ou comment on fait, ou voilà. Merci. Je vais vous répondre directement. Je suis arrivé à Paris en 2000, au pôle financier. Et je devais partir en 2006. J'étais programmé pour aller à la cour d'appel, pour faire complètement autre chose. Et puis arrive l'affaire Clearstream. On me poursuit pendant 6 ans. Je vais être, j'allais dire relaxé, j'ose pas dire le mot, mais blanchi au bout de 6 ans. Mais pendant ces 6 ans, on m'a bloqué. Et pendant ces 6 ans, je suis resté dans mon bureau alors que je devais partir. Et on m'a saisi entre-temps, pendant ces 6 ans, de l'affaire Kerviel et puis de l'affaire de Karachi. Et puis au bout de 6 ans, alors que j'aurais dû partir en 2006, donc en 2012 je suis blanchi, et en 2012, il y a un poste de premier vice-président instruction qui se libère à Paris, au pôle financier. Donc je postule, on ne peut pas me le refuser parce qu'on m'a déjà bloqué pendant 6 ans. Et donc c'est comme ça que je vais rester. Et là, je vais encore hériter d'un certain nombre de dossiers, vous savez. Voilà. Mais c'est grâce à eux. D'ailleurs, je les remercie. Voilà, se Ça m'a remercie pas fait publiquement. plaisir sur le moment d'être poursuivi, mais finalement, ils m'ont empêché de commettre une grave erreur. Puis les affaires sont peut-être devenues des affaires parce que vous les avez instruites aussi. Oui, je ne les ai pas inventées. Hein. Non, mais il fallait les suivre. Il fallait jusqu'au bout. Il faut les traiter. Il faut les traiter. Il faut travailler dessus. Il faut travailler, tout simplement. Autre question dans le fond. Merci. Merci à vous pour ce que vous avez fait. Néanmoins, je ne suis pas d'accord quand vous dites que c'est moins grave pour vous quand il y a l'enrichissement d'une personne morale plutôt que l'enrichissement d'une personne physique. Moi, je trouve que c'est pareil. D'ailleurs, quand on parle de fraude fiscale, d'optimisation fiscale dans les paradis fiscaux par des groupes, c'est un peu ça, c'est pareil, quoi. Et donc, en plus, il y a une victime là-dedans, c'est vous et moi, parce que quand une collectivité locale fait du favoritisme ou alors qu'elle donne des subventions qui sont excessives au regard des règles, c'est vous et moi qui sommes les victimes là-dedans. Malheureusement, on ne peut pas agir en justice, et c'est pas normal. Voilà. En plus, si on fait appel à Anticor, c'est parce que le ministère de la Justice l'a bien voulu. Enfin, voilà. On sait ce qu'il en est de l'autorisation qui doit venir du ministère de la Justice pour agir en justice en matière de corruption. C'est quand même... Enfin, c'est grave, quoi, que Anticor ait besoin de passer par ça, quoi. Bref, mais c'était pas mon propos. Et... Je peux vous répondre peut-être tout de suite. Ouais, j'avais autre chose à dire. Mais je vous laisse rebondir, mais c'est pour répondre tout de suite à votre objection. Voilà. Peut-être, non, pardonnez-moi, peut-être, monsieur, oui, posez la deuxième et puis on répondra comme ça au deuxième. C'est pas une question, c'est une remarque. C'est que ici, en Pays de la Loire, le groupe qui a fait l'objet d'une convention judiciaire d'intérêt public, je crois que c'est ça, Airbus, est super subventionné et à des niveaux qui ne sont pas normaux.
au niveau du droit européen. Et des locaux confidentiels défense, il y en a aussi, qui sont des locaux du Conseil régional du Pays de la Loire, qui louent vraiment pas cher à des industriels. Et là aussi, en violation des règles européennes. Donc là, on est vraiment dans le sujet, et moi, je me mets à disposition d'Anticor pour avancer là-dessus, parce que c'est insupportable. Merci à vous. Merci. Et puis vous avez des journalistes de Médiacité juste à votre gauche également. N'hésitez pas à aller les voir. La première partie consacrée à l'optimisation fiscale. Oui, parce que lorsque je parlais de favoritisme ou de prise égale d'intérêt, mais je pensais surtout au favoritisme, je ne parlais pas du tout de la fraude fiscale. La fraude fiscale, je vous ai dit, pour les multinationales, c'est insupportable. Donc, effectivement, il faut poursuivre les sociétés qui se livrent à la fraude fiscale, évidemment. Donc, j'ai pas de... ça valait pas pour ça, ce que je me suis mal fait comprendre peut-être, mais je disais simplement que lorsqu'il y a favoritisme et que ceux qui font du favoritisme n'ont aucun intérêt personnel, ça peut arriver. C'est moins grave que s'ils ont un intérêt personnel. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas le poursuivre. Voilà. Mais la fraude fiscale commise par une entreprise ou la corruption commise par une entreprise, elle doit évidemment être sanctionnée. Mais il ne faut jamais oublier que derrière l'entreprise, il y a d'abord des dirigeants. Ce sont eux qui prennent les décisions. Ils viennent vous dire on l'a pris dans l'intérêt de l'entreprise. Oui, mais est-ce que c'est l'intérêt de l'entreprise que de corrompre, etc. Et puis, dans ces affaires de corruption, vous avez de l'enrichissement des personnes en face et des intermédiaires qui se sucrent au passage et qui redistribuent, qui font on n'a pas parlé des intermédiaires, mais qui font l'interface. Donc, il n'y a pas d'affaire qui ne soit pas grave. Soyons bien clairs là-dessus. Je dis simplement, j'ai fait ce critère sur le favoritisme. J'ai vu des cas où c'était purement formel, si vous voulez. Ou autre cas, une institution publique n'avait pas suivi la procédure qu'elle aurait dû suivre. Bon, c'est pas bien, mais il disait, mais on s'est trompé, on n'a pas bien appliqué la bonne procédure. Je l'ai vu, hein, il faut aussi le travail du juge, celui que j'ai connu, et croyez-moi, j'ai toujours eu une sincérité dans ma démarche de vérité, parce que c'est la vérité qui m'intéresse, mais il faut toujours entendre les personnes, quoi qu'elles aient fait, pourquoi, comment, et aller au bout. Et effectivement, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui s'enrichissent, et d'autres qui ont agi peut-être par inadvertance. Ça peut arriver, il ne faut pas non plus tout... Alors, je sais que vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais tant pis. C'est pas tous pourris, quoi. Non, pas tous pourris, c'est pas parce qu'il y a des élus qui en profitent que tout le monde l'est. Pas du tout. Il y a eu j'ai connu des dossiers dans les années 90 où là, effectivement, on avait les financements de partis politiques qui étaient complètement illégaux, qui étaient basés sur le trafic d'influence. Bon, et puis souvent des espèces, hein, jusqu'en 95, on en a trouvé. Donc, vous voyez, et au plus haut niveau. Donc, c'est des choses qui sont réelles. Bon, en plus, on a eu aussi des fonds secrets, rappelez-vous les fonds secrets de Matignon, qui n'ont été supprimés que suite à une affaire, là encore, dans l'affaire des lycées d'Île-de-France, où le scandale était sorti et il concernait l'ancien, qui concernait Jacques Chirac, qui s'est défendu sur les fonds secrets en disant, parce qu'il y avait des espèces qui avaient été trouvées, et il disait, mais c'est des fonds secrets que j'ai gardés. Bon. Et tout de suite, ça s'est retombé sur Lionel Jospin, qui lui était Premier ministre et qui lui continuait à bénéficier des fonds secrets. Donc voilà, ça fait un problème politique. Donc du coup, ils ont supprimé les fonds secrets. Mais enfin, pendant des années, il y avait des espèces comme ça qui circulaient. Voilà, ça pour moi, c'est des choses qui sont plus graves. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas dire que de favoriser une entreprise au lieu d'une autre, parce qu'on connaît le chef d'entreprise, parce qu'on a des relations amicales, ça ne devrait pas se faire. Évidemment que ça doit être sanctionné. Mais encore faut-il prouver qu'il y a favoritisme. Ce n'est pas facile non plus à caractériser, et souvent on va se baser sur le terrain formel. Ça m'est arrivé de faire des perquisitions dans des mairies, dans des municipalités dans lesquelles il y avait des faits de favoritisme, et quand je lisais l'appel d'offres, quand je lisais la réunion de la commission,
tout le formalisme était respecté. Et pourtant, on savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, c'est pas non plus aussi simple que cela. Vous voyez, ça peut expliquer aussi, dans certains cas, qu'il n'y ait pas de suite judiciaire donnée à certaines affaires, parce que juridiquement, les juges ou les procureurs n'arrivent pas à caractériser une infraction pénale. Il faut savoir que les personnes qui sont poursuivies, ça peut être vous demain, ça peut être n'importe qui pour n'importe quoi, sont présumées innocentes. Il faut prouver que. Et c'est extrêmement difficile. Et dans les affaires de cette nature que j'ai pu traiter, si j'arrivais à démontrer qu'il y avait un retour sur l'élu, ok, là la démonstration était faite, mais c'était souvent compliqué parce que c'était des espèces, parlons pas des affaires très importantes où ça se passe en offshore et c'est compliqué à démonter, mais souvent c'était des espèces. Et là, c'est une parole contre une autre, c'est toujours compliqué. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon. Une question avec le micro de Claire. Bonsoir, je ne sais pas si on m'entend. Ouais, oui. Bon. J'avais juste une question. Je me suis posé la question pendant que vous parliez. Dans une société libérale où le principe de libre concurrence jouit d'un certain absolutisme et où l'accumulation de capital est la priorité, est-ce que la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale vous fait sentir comme un médecin qui traite le symptôme plutôt que la maladie? Est-ce que vous ne courez pas un peu après le train, en fait? Est-ce que c'est pas peine perdue, en fait? Alors, pas forcément peine perdue, mais est-ce que il n'y a pas une sorte ouais, on se dit pas finalement je suis en train de faire quelque chose qui est bien, parce que traiter le symptôme c'est jamais quelque chose de mal, mais est-ce qu'on n'est pas quand même face à un problème qui sera de toute façon jamais résolu finalement? Insoluble. Oui, vous avez raison. Bon, c'est optimiste tout ça. C'est l'absurdité ce que j'ai pu faire. Non, mais c'est pas grand-chose et ça servait à rien, si je vous comprends bien. C'était une goutte d'eau. Ouais, finalement, ça fait du bien d'arriver à la retraite, vous voyez, de se dire, finalement, tout ce que j'ai fait, ça servait strictement à rien. Arrive un moment, on arrive à être lucide quand même, à prendre conscience des choses. Vous voyez. Je suis pas de votre avis parce que je pense que, vous savez, regardez l'affaire Urbain. Dans l'affaire Urbain, je vais instruire 1% d'Urbain. On va me saisir que de la Sarthe. Mais Urbain agissait sur toute la France. J'étais bloqué par le parquet qui n'a jamais voulu me saisir de l'ensemble. Donc je n'ai poursuivi que Urbain Sarthe. Mais je suis arrivé dans ce dossier à poursuivre le trésorier du Parti socialiste, Henri Emmanueli pour ne pas le citer, qui était devenu président de l'Assemblée nationale et qui a été condamné. Ça aboutit à des lois sur le financement public. Donc, le petit grain de sable, je ne dis pas qu'il fait dérailler le train, mais il gêne quelque part. Vous voyez, vous avez un caillou dans la chaussure, il vous gêne. Ben moi, j'aime bien le caillou dans la chaussure. Et quelque part, je me sauve quand même, j'essaie de me persuader que j'ai quand même servi à quelque chose. Mais quand on met le doigt dans la confiture, qu'on met le doigt, même si c'est une affaire sur 1000, je suis d'accord avec vous, c'est une sur 1000, on la montre. Voilà, on la traite. La presse aussi se fait l'écho. On n'a pas parlé du rôle à Médiacité, vous êtes en première ligne, le rôle de la presse qui dénonce un certain nombre de choses et qui fait avancer les choses, qui aide à la prise de conscience et qui peut faire évoluer les choses. Ou alors, à ce moment-là, on ne fait rien, on ne fait jamais rien. On se dit, de toute façon, ce n'est pas la peine, donc je vais m'occuper du petit voleur, point barre, c'est tout. Une autre question. Oui, merci de l'intérêt aussi des exemples. Moi, j'aurais juste deux questions. La première, c'est mon parcours citoyen, où j'ai découvert un peu le problème de l'injustice, disons au sens large. D'abord, par rapport à la dégradation de l'inspection du travail et les attaques qu'ont eues les inspecteurs. Et si je me souviens bien, je crois que c'est aux alentours des affaires, c'est pas pour nommer le gouvernement, mais je crois que c'est le gouvernement Sarkozy qui avait l'intention de diminuer ce qu'ils appelaient d'ailleurs l'indépendance des juges d'instruction. Il y a eu une... Et vous voulez les supprimer? Ils voulaient réduire le rôle des juges d'instruction.
Non, il est supprimé. Il est supprimé. Oui. Ah bon, Il a d'accord. annoncé Donc, un jour. est-ce que vous faites une liaison entre, comme indicateur, comme lanceur d'alerte, d'abord, vous avez cité Dubaï, il y a eu d'abord énormément d'injustices sociales dans le cadre de la préparation de différents équipements, et après on voit apparaître disons, de la corruption. La deuxième question, c'est est-ce que vous percevez une évolution par rapport à l'ensemble des corruptions? Alors, j'ai franchement pas très bien compris ce que vous avez dit sur le rôle local ou régional ou infra-étatique, c'est-à-dire le problème de ce que fait la Cour des comptes quand elle rend compte de problèmes de mal-utilisation, et voire souvent on s'aperçoit que c'est de l'utilisation détournée. Et maintenant, avec ce qu'on appelle les affaires du siècle, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé avec l'affaire du siècle, qui remet en cause la redistribution de l'argent public en fonction d'objectifs urgents, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une synergie entre percevoir la corruption et l'utilisation des finances publiques? J'ai pas bien compris votre question. Alors, je vais répondre à la première partie peut-être. La deuxième question, c'est de constater qu'il y a un outil qui existe en France, qui est les rapports de la Cour des comptes. Ah oui, ça oui. Alors, et maintenant, des initiatives citoyennes qui permettent d'évaluer l'usage de l'argent public par rapport à ce qui a été récemment fait, l'affaire du siècle, et le fait que les États maintenant sont mis en cause par rapport aux objectifs de l'emploi de la finance publique pour résoudre la crise écologique, la crise... oui. Alors, je vais vous dire une chose très, très claire à ce niveau-là. Les rapports de la Cour des comptes qui dénoncent, je dis bien des faits à caractère pénal, hein, puisque moi je ne suis que juge pénal, sont très utiles, puisqu'ils sont en amont et qui vont voir des dysfonctionnements. Au juge pénal de faire la part des choses entre ce qui relève du droit pénal et ce qui ne relève pas du droit pénal. Ce n'est pas parce qu'il y a une irrégularité administrative qu'il y a une infraction pénale. On est d'accord. Donc, les rapports de la Cour des comptes, je ne dis pas que c'est un lanceur d'alerte, mais elle va signaler un certain nombre de faits que la justice doit traiter. Parce que si la Cour des comptes estime devoir le faire, c'est qu'elle a vu des choses qui l'étonnaient. J'irais la même chose de Tracfin. Si Tracfin a des informations, on les signale, on doit les traiter. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que Tracfin, la Cour des comptes, ils n'ont pas de pouvoir très étendu d'investigation, pas du tout comme l'autorité judiciaire. Et il appartient au juge d'aller plus loin et de vérifier. Mais en vérifiant, il peut soit caractériser effectivement les faits et aller beaucoup plus loin, soit constater qu'il n'y a pas grand-chose derrière, on était dans l'apparence, il ne démontre pas grand-chose, et à ce moment-là, il ne peut pas poursuivre. Voilà. Donc, ce n'est pas un lanceur d'alerte, la Cour des comptes, mais ça doit être pris au sérieux, les rapports de la Cour des comptes. Il y a des choses qui ne vont pas, ils se sont posés des questions, il y a des raisons pour qu'ils se les posent. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière, on n'en sait rien. Et vous savez, la justice, elle doit toujours rester... elle doit toujours garder une certaine distance. Vous voyez, elle doit peser le pour et le contre. Elle n'est pas dans un camp contre l'autre. Elle n'est pas là pour régler des comptes, sinon ce n'est pas la justice. Hein, la justice, elle est là pour voir s'il y a des comportements anormaux et de les appliquer à qui que ce soit, sans considération de privilège, de position. Voilà, c'est ça son rôle. Mais souvent, elle est alertée, on la prévient, elle doit le traiter, et ça ne doit pas durer des années, comme vous dites tout à l'heure. À partir du moment, des affaires locales, ça ne doit pas durer des années. Je ne comprends pas que ça dure des années, des affaires locales. Des affaires où il y a des comptes offshore, ok, ou internationales, mais des affaires locales, ce n'est pas si compliqué que ça à traiter. Bon, ben oui, non mais... Alors, il y a des affaires à tiroir, mais quand même, on ne va pas mettre des années et des années pour instruire ça. Ça, c'est pas normal. Et ça peut être aussi le fait d'une justice qui n'est pas armée, qui n'est pas spécialisée, qui ne connaît pas bien ses contentieux, parce que ça reste quand même des contentieux assez techniques. Donc il faut des gens formés pour ça, et puis des gens qui aient du temps, parce que ça prend beaucoup de temps, ces affaires-là.
Hein, si le même juge traite le même jour 50 dossiers, il ne pourra pas s'en sortir. Donc il faut aussi des unités spécialisées que vous avez à l'échelon local. Ensuite, aussi, le jeune homme qui est devant, ensuite là. Monsieur. Pardon, bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais revenir sur les paradis fiscaux. Est-ce que vous pensez que, les paradis fiscaux sont un grave danger pour notre démocratie, dans le sens où tout cet argent qui est donc en évasion fiscale ne revient pas dans les caisses de l'État et donc ne revient pas pour construire que ce soit des hôpitaux, des crèches, d'une part, d'autres choses aussi, beaucoup d'autres choses qui nous servent à nous, citoyens. D'autre part, qui crée beaucoup de chômage. Donc, qui dit chômage, de la misère et aussi de l'extrémisme. Et pour moi, c'est un très grave danger, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens... alors certes, je vous entends, ça avance et je suis d'accord avec vous. Simplement, avant qu'on arrive à régler un peu plus les problèmes, à mon avis, il va y avoir beaucoup de gens inquiets. Et en fait, voilà, je suis très inquiet par rapport à ça et je voulais avoir votre ressenti. Merci. Oui, mais je partage tout à fait votre inquiétude. C'est très inquiétant, cette situation. Parce qu'il y a de plus en plus d'argent. On ne sait pas qui gère ça, où, comment, etc. Et c'est ce que j'appelle l'argent sale, parce que c'est de l'argent sale. Il revient dans nos pays. Il faut savoir qu'il revient dans nos économies. Après être blanchi, une fois qu'il est blanchi, c'est-à-dire qu'on ne peut plus savoir d'où il vient, pour plus démontrer que c'est de l'argent qui a été détourné ou fraudé, etc., il est réinséré dans nos circuits économiques. Donc c'est complètement aberrant sur le plan éthique, sur le plan démocratique. Je partage tout à fait votre opinion. C'est juste insupportable. Mais c'est ce que je dénonce personnellement, ce que vous aussi, ce que vous indiquiez tout à l'heure. Je partage tout à fait ce que vous dites. Et malheureusement, le problème n'est pas réglé et il n'est pas prêt d'être réglé. On fait des listes noires, on fait des listes blanches, des listes grises. Dubaï, je ne suis pas sûr qu'il soit dans les listes noires. Moi, c'est le premier. Voilà, vous me confirmez. C'est le premier que j'aurais mis. Vous voyez, il n'y est pas. Voilà. Question. Il faut prendre le micro, monsieur, sinon on va vous entend pas. Entendre. Non, on vous entend pas. On n'entend toujours pas. Je vais parler un peu plus fort. Non, c'est pour les réseaux sociaux, c'est important. Oui, merci. Oui, mais c'est pour Facebook, il faut que vous puissiez parler dans un micro, sinon on ne vous entendra pas. Oui, Facebook, bah oui, je sais bien. C'est la multinationale aussi, mais ça, je ne sais pas si elle paye ses impôts. Ça, on n'a pas vérifié. Alors, est-ce qu'on peut donner un autre micro, monsieur? Merci. Je ne veux pas faire de polémique, mais tout à l'heure, vous parliez de l'OCDE et je pense qu'il faut avancer les choses. Oui. Il me semble que ce n'est pas des gens comme Pascal Saint-Amans qui a certainement fait des chouettes choses, mais effectivement, des gens comme Dubaï et plein d'autres, ils sont quand même sérieusement à la bourre. Voilà. Qui est-ce qui est à la bourre? Dubaï? Ah, oui. Mais l'OCDE fait un excellent travail. Mais après, s'il n'y a pas de volonté politique internationale, et il n'y en a pas parce qu'il y en a qui ne veulent pas, on n'avance pas, on tourne en rond. C'est ça le problème. Une autre question, monsieur, ce qui me permet, c'est un jeune homme, mais ce qui me permet de saluer aussi la diversité des personnes, plutôt intergénérationnelles, cette salle, et c'est plutôt chouette. Oui, ma question vous intéressera peut-être aussi, monsieur Torzac, puisqu'elle porte sur les médias. Selon vous, quel doit être le rôle des médias dans la poursuite de ce genre d'affaires? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un rôle d'investigation ou d'un rôle de transparence? Et ensuite, vous inquiétez-vous de la manière dont les médias peuvent continuer à garantir ce rôle à l'heure où leur financement se privatise grandement et où le public ne paye plus pour la presse qu'il consomme? Alors ça, c'est pour vous, cette question. Ah non, c'est vous l'invité, excusez-moi. Oui, mais je ne suis pas dans les médias. Il est important qu'il y ait des médias libres, évidemment. Ceci dit, les médias ne peuvent pas non plus se transformer en procureurs. Attention. Ils ont des informations, qu'ils les publient. Il y a une loi sur la diffamation qui existe, qui est plutôt bien faite. Elle a été faite dans les années 1880, je ne sais pas, les grandes lois sur la presse. On ne peut pas diffamer non plus une personne
l'accuser sans preuve. Voilà. Donc, c'est un rôle d'information. Il est normal que les médias informent. Et ensuite, c'est à la justice de vérifier si c'est vrai ou pas. Regardez, il y a beaucoup d'affaires récentes qui sont sorties dans les médias. Et ensuite, la justice a embrayé, au vu des médias, parce qu'elle écoute les médias, elle lit les médias, et elle va faire des vérifications plus poussées, qui prendront plus de temps, parce que le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Moi, j'ai toujours eu horreur d'avoir la pression. J'aime pas travailler sous la pression. J'aime bien réfléchir, prendre le temps de la réflexion, de peser, de sous-peser, et d'entendre les gens qui ont des explications à fournir. Hein, on est dans un débat qu'on appelle contradictoire. Et ce qui est important, je vais vous dire, la phase importante dans ces affaires qui sont médiatisées, qui sont traitées à l'instruction ou par les procureurs, mais je parle de celles que je connais à l'instruction, ce qui est important, c'est la phase du jugement. C'est-à-dire que quand ça vient devant le tribunal, d'abord c'est public, c'est pas des fuites, c'est public, et chacun peut s'exprimer en présence de l'autre, la presse est présente, les citoyens peuvent y assister, ils peuvent se faire une idée, et ce que je déplore dans notre système, c'est le décalage qu'il y a entre la commission, la date de la commission des faits, et le moment où c'est jugé. Faut savoir qu'il y a des délais. Alors ces délais, il faut tout faire pour les raccourcir. Je vous disais tout à l'heure, quand il y a des offshore, quand il y a des comptes à l'étranger, vous ne pouvez pas instruire un dossier comme ça en moins de 4-5 ans. Ce n'est pas possible, parce que vous n'aurez pas les réponses aux questions que vous vous posez. Ou alors vous faites les impasses et vous y allez la fleur au fusil, ça n'a pas de sens. Il faut faire son travail et aller au bout. Mais il y a aussi des voies de recours, des délais qui traînent, et puis il y a aussi le temps qui s'écoule entre le moment où les faits sont commis et le moment où la justice en est informée. Ça peut prendre quelquefois 10 ans, j'ai vu cet exemple-là, des années. Donc voilà, c'est toutes les difficultés de la justice. C'est pour ça qu'il est important que la justice soit informée le plus tôt possible, pour qu'elle n'intervienne pas 10 ans plus tard. Si elle intervient 10 ans plus tard, c'est très difficile. Je vais vous donner un exemple. Les banques, notamment à l'étranger, elles conservent les relevés, les traces bancaires pendant 10 ans. Bon, si vous arrivez 11 ans plus tard, la banque vous dira « Moi, je suis conforme à la loi, j'ai plus rien, j'ai tout détruit. » Et vous n'aurez aucune preuve. Donc ça, c'est un vrai sujet. Une autre question dans le fond, puis ensuite on viendra également devant. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis le représentant régional du syndicat des juridictions financières et je vous remercie de ce que vous avez dit sur la Cour des comptes. Il y a aussi les chambres régionales des comptes. Vous avez beaucoup parlé de répression des atteintes à la probité. Est-ce qu'il y a aussi la prévention des atteintes à la probité? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire progresser en la matière? Est-ce que vous pensez notamment que le contrôle des finances publiques qu'on a aujourd'hui est adéquat pour prévenir les atteintes à la prévention? Ou alors, est-ce qu'il y aura encore des progrès à faire? J'ai envie de vous dire, il y a toujours des progrès à faire. C'est la réponse facile. Moi, je vais vous dire, je pense qu'en France, il y a beaucoup de contrôle. Il y a des institutions en place. Moi, ce qui me choque, c'est que dès lors que c'est plus important, ça passe ailleurs. Alors, on va multiplier les réglementations en France, et il faut le faire, c'est normal, mais on ne sera pas sur les bonnes cibles, sur les cibles les plus importantes. Les cibles les plus importantes, elles sont ailleurs, et c'est là qu'il faut rétablir l'équilibre. Vous êtes contrôlé fiscalement, vous êtes contrôlé, vous parliez de l'inspection du travail tout à l'heure, peut-être insuffisamment, j'en sais rien, je ne connais pas assez le sujet, mais il y a des contrôles, il y a des sanctions. Par contre, celui qui a mis ses 100 millions à Dubaï, il est dans l'impunité totale. Donc moi, vous voyez, c'est là que je pense qu'il faut porter ces efforts. Je pense notamment à l'administration fiscale. Si vous omettez de déclarer 3 000 euros sur votre déclaration d'impôt, vous serez redressé. Comment? Peut-être. Peut-être. Bon, peut-être. Mais si vous fraudez 50 millions à Dubaï, vous ne serez jamais redressé. Ça, c'est pas peut-être, c'est certain. Voilà. Et c'est ça qui me choque, ce décalage. Alors, je sais, vous allez me dire, je parle de ce que je connais, de l'international.
Je ne dis pas qu'à l'échelle locale, tout va pour le mieux, mais il y a des institutions, et ça devrait marcher. Normalement, il y a des contrôles qui sont faits. La Cour des comptes, les chambres régionales des comptes contrôlent quand même les comptes. Alors, on ne peut pas non plus mettre un gendarme derrière chaque citoyen, ce n'est pas possible. Arrive un moment où c'est plus possible. Par contre, s'il y a des tricheries, s'il y a des lanceurs d'alerte, s'il y a des gens qui veulent dire des choses, eh bien oui, ça, il faut le dénoncer. Et je pense que là, vous avez un rôle à jouer. Justement, Élise. Oui. On est assez attentif à Anticor à la réaction des politiques lorsqu'ils sont mis en cause. Donc il y a eu évidemment les cabinets noirs, les juges rouges. Je suis allée récemment à la radio où la question qui m'a été posée, et c'était dans le cadre de l'affaire d'Agnès Buzyn qui occupe la Cour de justice de la République actuellement, la question qui m'a été posée est la suivante, et je voulais vous la poser. Faut-il craindre une judiciarisation de la vie politique ? J'ai, pour ma part, répondu en disant qu'il y avait peut-être une judiciarisation de la vie politique parce qu'il y avait un défaut de responsabilité politique. Et que donc on déplaçait, à défaut de responsabilité politique, vers les tribunaux la charge de sanctionner. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et est-ce que vous constatez en fait cet amenuisement de la responsabilité politique, et est-ce que c'est bien que les juridictions prennent ce rôle ? Oui, question. Alors, je ne répondrai pas sur une affaire en cours. Bon, la Cour de justice est saisie, mais je vais quand même vous répondre sur le plan des principes. C'est que le juge n'a pas à faire de politique. Ça a toujours été ma position. Le juge ne peut pas juger des actes politiques. Ce n'est pas son rôle. Il y a un Parlement, on peut regretter peut-être un certain nombre de choses, mais il y a un Parlement et le juge n'a pas à s'immiscer. Le juge revendique son indépendance. Il ne veut pas que le politique intervienne. Il ne veut pas que l'exécutif intervienne dans son domaine. Il ne veut pas que le législatif intervienne dans son domaine. Mais très bien, mais il n'a pas non plus, lui, à intervenir dans le fonctionnement politique. Voilà. Et les juges n'ont pas à sanctionner, je parle du juge pénal, n'ont pas à sanctionner des actes politiques. Et ça, sinon, c'est le gouvernement des juges. Et là, effectivement, on va nous dire, vous en faites beaucoup trop, vous sortez de votre rôle. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut faire la distinction entre ce qui relève du droit pénal et ce qui relève de la responsabilité politique. Le juge n'a jamais à s'occuper de responsabilité politique. Voilà. Et au pénal, c'est simple, il y a des infractions qui sont définies. Est-ce qu'on est en présence d'une infraction qui a été commise et qui doit être sanctionnée, puisque la loi le prévoit. Le juge, n'oubliez pas que le juge ne fait qu'appliquer la loi. Il ne peut pas se substituer à la loi. Et de même, il ne peut pas se substituer au pouvoir politique, sinon il va sur un terrain qui n'est pas le sien. Avant de passer à une question de la salle, une question sur le Facebook. Anticor fait face aux frontières qui permettent aux États-nations d'organiser la corruption nationale et extranationale. Partant de ce constat, ne faudrait-il pas évoluer vers une autre formule juridique pour attaquer l'évasion fiscale ? Par exemple, chercher une coalition. Alors, je crois, pour répondre à la question, que l'évasion fiscale, on sépare toujours conceptuellement l'évasion fiscale de la fraude fiscale. Mais revenons à des choses simples, parce que je pense que ça peut évoluer un jour. La fraude fiscale, vous oubliez de déclarer 3 000 impôts. Je disais tout à l'heure, madame, là-bas dans le fond, je disais, vous avez oublié de déclarer 3 000 impôts sur votre déclaration d'impôt. Bon, vous avez oublié ou vous aviez pas... Vous vous êtes dit, tiens, je peux peut-être ne pas les déclarer. Bon, c'est simplement un imprimé ou maintenant ça se fait par Internet, c'est une case que vous n'avez pas remplie. On vous dit fraude fiscale. Un monsieur qui a peut-être pas mal d'argent, en tout cas certainement plus que vous, madame, sinon vous ne seriez pas là. Ce monsieur achète un avion. Et pour acheter un avion, on va lui dire, ah là là, il ne faut surtout pas le mettre à ton nom. On va créer une société à Malte,
on va faire un faux leasing, un faux contrat de prêt, etc. Et on va vous dire à l'arrivée, c'est de l'évasion fiscale. Il y a quand même un certain nombre d'opérations, oui, mais c'est le cas aujourd'hui. Et je pense qu'un jour, ça peut évoluer. On peut dire, mais attendez, là, il y a tout un montage, il y a tout un ensemble de manœuvres. C'est plus de l'évasion, c'est de la fraude fiscale. Où est la limite entre les deux? Alors, les multinationales, c'est autre chose. Elles ont un territoire, c'est toute la planète. Bon. Donc, elles choisissent de faire remonter les bénéfices là où on paye le moins d'impôts. Voilà, ils vont vous dire c'est de l'évasion fiscale parce que même en Irlande, on paye des impôts. Même au Luxembourg, on en paye. Donc, les pays ont qu'à s'uniformiser. Nous, il ne nous est pas interdit de... Ce qui est choquant, c'est que l'activité a lieu. Moi, je considère qu'on devrait payer des impôts là où on exerce son activité, là où on a son chiffre d'affaires. Bon, ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, il y a cette proposition de taxation à 15% uniforme. Là, on est dans l'évasion fiscale et on va vous dire c'est parfaitement légal. Mais je vous dis simplement, il y a des cas où on parle d'évasion fiscale. Pour moi, on n'est pas loin de la fraude fiscale et il suffit que la jurisprudence évolue un jour ou qu'il y ait un cas qui tombe comme ça pour que tous les propriétaires d'avions qui ont fait 50 montages sophistiqués, tout ça pour ne pas payer la TVA ou je ne sais quoi, se fassent rattraper sur le terrain de la fraude fiscale. Et la fraude fiscale, c'est un délit pénal. Attention. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais savoir combien de personnes souhaiteraient encore intervenir. Est-ce que vous pouvez lever la main? 2 personnes. Donc ça sera 3 personnes. Ah non, alors d'accord. Alors là, monsieur, vous êtes déjà intervenu. Je suis désolé, on va laisser la place. On va donc prendre ces 3 personnes ici, oui, ici et voilà, les 3 personnes et après on arrête la soirée. Oui, bonsoir. Je vais vous titiller, monsieur le juge. Allez-y. Sur l'affaire Boulin, selon vous, suicide ou non suicide? Et que craignait le pouvoir en place? Sentiment personnel. Dans votre livre, le suicide est entre guillemets. Oui, c'est mon sentiment qui s'est suicidé. Et j'explique pourquoi. Ceci dit, il y a une information en cours. Si on apprend un jour que c'est un assassinat, bon, c'est que mon sentiment est un mauvais sentiment. Mais je n'ai jamais enquêté sur la mort de Robert Boulin. Si j'avais enquêté, je pense que l'autopsie aurait été complète et non pas partielle comme elle l'a été. Maintenant, vous avez des enquêteurs qui ont fait cette enquête, de la PJ de Versailles, etc., et des gens, des enquêteurs renommés, qui vous expliquent que c'est effectivement un suicide, qu'ils ont tout vérifié. Bon, voilà, moi je n'ai jamais rencontré Robert Boulin non plus. Simplement, il a envoyé une lettre. Alors, on va vous dire qu'on a fabriqué la lettre, que si... Bon, j'en sais rien. Mais moi, tel que j'ai perçu l'affaire, et c'est encore mon sentiment aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il s'est suicidé. À tort ou à raison, on verra bien. Monsieur. Moi, je voulais poser 2 questions. La première, c'était juste avoir votre sentiment sur l'état d'avancement sur tout ce qu'on appelle les biens mal acquis, parce qu'ils conditionnent pas mal les démocraties dans des pays, enfin en France, mais dans les pays dont ceux qui acquièrent des biens en France. Et ma deuxième question, c'est que depuis le temps que je suis un peu ces questions de juge financier en France, j'ai l'impression que c'est souvent des aventures personnelles. On a connu Eva Joly, Alphen, Thierry Jean-Pierre, etc. Et vous, enfin, je ne mets pas en cause la qualité et la pertinence du travail, mais j'interroge le fait que c'est souvent des approches très individuelles et à l'inverse d'exemples italiens où on avait des poules de juges, enfin de procureurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, ceux qui enquêtent, peu importe, moi je ne suis pas professionnel, mais il y a un travail d'équipe qu'on ne retrouve pas en France, ou en tout cas pas suffisamment, pas pour un néophyte comme moi. Alors, sur les biens mal acquis, évidemment, la France est quand même sorti 1 ou 2 affaires de biens mal acquis. Alors, je ne citerai pas la seconde parce que je l'ai instruite, mais
La première, que je n'ai pas instruite, c'est Obiang, qui est en cours. Hein. Moi, c'est en cours de jugement, je crois. Ça a été jugé, ça doit être en appel. Bon, donc je ne peux pas apporter d'appréciation. Mais les biens mal acquis, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est tout le problème de la corruption internationale, des élites qui s'enrichissent et des gens qui sont de plus en plus pauvres. Donc, l'approche qu'on a eue en France, c'est de dire, mais ces gens-là, s'ils investissent en France, s'ils s'achètent des appartements, s'ils achètent des biens immobiliers, etc., sous le couvert du blanchiment, on va les poursuivre. Mais attention, il y a des immunités diplomatiques. Oui, ça existe, il y a des protections légales sur lesquelles on ne peut absolument rien faire. Et puis, il faut apporter la preuve du délit d'origine. Donc, ça passe par des offshore. On retombe dans le même problème que je vous disais tout à l'heure. Mais c'est quelque chose contre lequel on doit lutter absolument. Je suis d'accord avec vous. La deuxième question sur le caractère personnel des juges d'instruction, c'est vrai que par nature, le juge d'instruction, c'est très personnel. C'est très personnel. Alors, on a créé des co-saisines, ce qu'on appelle des co-saisines, de plus en plus aujourd'hui. D'ailleurs, les affaires sont beaucoup moins ciblées sur un juge ou un autre, encore que, mais souvent, il y a 2, 3 juges qui instruisent. Pour avoir vécu, alors moi je suis de la vieille école, si vous voulez, j'étais seul, je suis habitué à travailler seul. Je me suis trouvé, effectivement, dans des dossiers où je travaillais avec d'autres juges. Mais dans des affaires, je dirais, de corruption internationale, de offshore, etc., ce qui est très difficile, c'est de morceler l'information. C'est-à-dire que si on est 3, bon, il y en a un qui s'occupe de telle partie, l'autre de telle partie, l'autre de telle partie. Il y en a un du Liechtenstein, l'autre de Singapour, l'autre de la Suisse. C'est que si, moi, personnellement, je n'ai pas une vision globale de l'ensemble, si je n'ai pas travaillé tous les dossiers, ok, mon cerveau est petit, je le concède tout de suite, mais il est au moins unique, c'est-à-dire que toutes les informations vont dans le même cerveau. Donc je peux faire des recoupements. Mais la limite de l'exercice, c'est que si on est 3 et qu'il y a 3 cerveaux différents qui travaillent, les recoupements ne seront pas faits. Donc ce n'est pas si simple que cela à mettre en œuvre. En réalité, la co-saisine telle que je l'ai vue pratiquer, pas toujours, mais qui me paraît le meilleur système, c'est qu'il y en ait un. Il faut qu'il y en ait un qui fasse tous les recoupements et les 2 autres sont en appoint dans les actes importants et les décisions se prennent à 3, collégialement. Alors, il peut y avoir des désaccords entre juges, comme il peut y en avoir dans un délibéré, dans un tribunal. Mais la personnalisation, oui, mais elle n'a pas empêché certaines affaires de sortir parce que les recoupements sont faits. Et ça demande, croyez-moi, ça demande beaucoup de temps, de travail, parce que les dossiers sont monstrueux. Mais moi, si je me dis il y a un tiers de ces dossiers monstrueux, c'est un autre qui les aura dans son cerveau, je ne suis pas bien. Parce que je sais que je n'ai pas les infos complètes. Et c'est le meilleur moyen, à mon sens, pour que le dossier se casse la figure, parce qu'il faut, à un moment donné, brasser toutes ces informations, les synthétiser et surtout les recouper. Et c'est que quand on arrive à les recouper, qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé. Alors à moins de travailler fusionnellement avec d'autres, et je suis trop perso pour ça, en fait. Je crois que c'est ça le fond de l'affaire. Mais voilà comment je vois la co-saisine et l'évolution. La dernière question, monsieur. Oui, merci, bonsoir. J'ai également 2 petites questions. Quelles solutions voyez-vous pour réduire les délais de traitement des procédures que vous avez évoquées tout à l'heure ? Et deuxième question, que pensez-vous de la suppression du juge d'instruction qui avait justement été évoquée et revient régulièrement dans le débat public ? Merci. Alors, première question pour réduire. Je pense qu'il faut, au niveau des recours, statuer beaucoup plus vite. Parce qu'il y a des recours au cours de l'instruction qui vont durer des années devant la Cour d'appel, la Cour de cassation, etc. Donc ces délais sont beaucoup trop longs. Et à mon avis, il faut resserrer les taux de façon à reporter à l'audience le règlement d'un certain nombre de litiges. Voilà, aller vraiment que sur l'essentiel durant cette phase d'instruction et faire en sorte que ça soit traité en priorité. Alors ça va poser le problème des moyens, etc., des juges. Bon, je suis d'accord avec vous.
le deuxième moyen de lutter contre les délais, alors là je parle des affaires de corruption internationale, c'est d'améliorer la coopération internationale. Et c'est tout le sujet de mon livre, c'est tout ce que je défends depuis le début. C'est là qu'il faut véritablement avancer. Tant qu'on n'avancera pas là, on n'y arrivera pas. Alors, la suppression du juge d'instruction. Il y a des pays qui fonctionnent sans juge d'instruction et qui fonctionnent très bien. On a parlé de l'Italie. Le juge d'instruction, c'est une spécificité française qui a été mise en place par quelqu'un qui ne m'apparaît pas comme un grand démocrate, c'est Napoléon. Bon, il y a peut-être des partisans de Napoléon dans la salle. En tout cas, sur le plan de l'indépendance de la justice, je pense qu'on fait mieux quand même. Hein. Bon. Donc, quand il crée le juge d'instruction est noté par le procureur de la République. Il faut le savoir, ça. Donc jusqu'en 72, jusqu'à l'affaire Pascal, l'affaire de Brunner-Lartois, le juge d'instruction est noté par le procureur de la République. J'y ai échappé, je suis rentré en 79. Mais bon, j'ai échappé de peu. Hein, alors là, je ne vous dis pas la notation que j'aurais eue par mon procureur de la République. Hein, bon. Donc j'y ai échappé. Mais la suppression suppose que le parquet soit indépendant. Si le parquet est indépendant, il a l'action publique, on peut tout à fait supprimer le juge d'instruction. À ce moment-là, on a un système où il y a un parquet qui va soutenir l'accusation, qui va prendre en compte les poursuites, qui va instruire. Mais s'il est indépendant, ça ne pose pas de problème. Et en face, vous avez une défense. Et à l'arrivée, vous avez un juge, le tribunal, qui tranchera. Et c'est là qu'on a ce fameux juge de l'instruction, ou ce JLD au pouvoir élargi. C'est-à-dire qu'on peut très bien concevoir, et on ne peut que concevoir dans ce système, qui est le système italien, c'est-à-dire que le procureur ne pourra faire des perquisitions, etc., que sur l'autorisation d'un juge du siège, d'un juge extérieur, parce qu'il faut aussi protéger les garanties et les libertés individuelles. Le juge, il est là aussi pour protéger les garanties. Sinon, il n'est pas juge. Hein, faut avoir ça présent à l'esprit. Il doit toujours entendre les personnes. Et les personnes ont la parole en dernier. Les avocats ont leur place, bien évidemment, parce que le juge doit être éclairé. Alors, évidemment, il ne doit faire aucune concession sur la recherche de la vérité. Mais voilà, on peut supprimer le juge d'instruction, mais commençons par donner l'indépendance au parquet. Parce que si on supprime le juge d'instruction comme ça avait été envisagé, sans donner l'indépendance au parquet, c'est une régression puisque vous n'avez plus la garantie de l'enquête, car c'est quand même le juge d'instruction qui fait l'enquête. Moi, ce métier m'a passionné parce que je pouvais librement, en conscience bien sûr, et dans le cadre de la loi, me dire, tiens, je vais faire tel acte, je vais faire tel acte. Personne au-dessus de moi ne va me dire, non, vous n'avez pas le droit, non, ne faites pas. C'est cette liberté-là qui est importante. Si je l'ai au parquet, je peux aller au parquet. Mais si je vais au parquet et que je dois en rendre compte à un procureur qui dit « Ah non, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, etc. », ça ne me conviendra pas du tout, donc je n'irai pas. Je préfère garder mon modèle de juge d'instruction. Un grand merci à vous, Renaud Van Riebeeck. Merci. Merci. Merci pour ce temps partagé qui va se poursuivre avec une séance de dédicace à la sortie de la salle avec la librairie Coiffard. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer Renaud Van Riebeeck. Remerciements également particuliers à l'équipe locale d'Anticor qui a beaucoup travaillé pour l'organisation de cette soirée. Et il y a beaucoup de petites mains qui ont œuvré. Vous ne les avez pas vues en coulisses, mais on peut les applaudir aussi très fort. Merci à toute l'association, au point de vue national également pour l'organisation. Merci à l'équipe technique également pour cette mise en onde avec les pages Facebook. Merci à Médiacité également, notre partenaire presse. N'oubliez pas d'aller vous abonner également à Médiacité. Ils en ont bien besoin pour ces prochains mois. Merci à vous également d'avoir fait le déplacement. Je sais qu'il y en a qui arrivent du nord du département, de la presqu'île guérandaise. Merci d'être venus aussi de si loin. Passez une excellente soirée et à très bientôt à Anticor aussi. Vous avez un stand à la sortie pour vous renseigner. N'hésitez pas à venir adhérer aussi à Anticor. Merci.